voilà, moi je vais pas te mentir, j'étais pas populaire et tout pendant mes années collège, mes années lycée. Donc je pense que c'était le moyen de dire oui, bon, c'est vrai, je suis en surpoids, je suis pas très beau et tout, mais voilà, je suis marrant, s'il vous plaît, aimez-moi, tu vois. Je crois que quoi qu'on fasse, on en arrive là, c'est aimez-moi un petit peu, c'est ça. On va en parler avec mon invité dans un instant. Bienvenue dans Essaye encore, le podcast qui dédramatise l'échec. Vous êtes au bon endroit pour apprendre des trucs, pour déculpabiliser. Moi c'est Geoffrey, comme d'hab, ça change pas. On est à l'épisode 28 là, du coup, ouais c'est ça, 28. L'épisode précédent 27, j'ai reçu Tano, humoriste, corse, pessimiste jovial comme il se décrivait lui-même. C'était vraiment chouette, c'est un chouette bonhomme, j'aime beaucoup Tano. On a parlé avec lui d'humour puisqu'il est humoriste, on a parlé de saucisson puisqu'il est corse, et après on a parlé de beat. Voilà. Meilleure intro possible si vous l'avez pas entendu. Moi-même j'étais à l'enregistrement du podcast, hein. Et moi-même je suis à guichet, j'ai envie d'aller l'écouter. Donc si vous l'avez pas entendu, courez-y, c'est dispo partout où il y a des podcasts à écouter. Apple Podcast, Spotify, Deezer et compagnie, c'est dispo partout. Vous tapez Essaye encore, vous allez me trouver. Donc allez-y si c'est pas fait. Maintenant, que dire de plus? Ah oui, on est sur Insta aussi, il faut que je vous le dise parce que vous pouvez aller vous abonner sur Instagram, il y a Essaye encore podcast qui existe. Vous allez retrouver les anciens épisodes, les anciens invités, peut-être en découvrir des nouveaux. Voilà, donc allez rejoindre et vous abonner sur Insta, c'est toujours mieux de suivre comme ça l'actu, de savoir ce qui se passe. Et puis au passage, cet épisode est sponsorisé. Non, je déconne, c'est faux. Il est sponsorisé par ma bonne volonté, c'est tout. Mais il peut être aidé. Cet épisode ou le podcast en soi peut être aidé si vous aimez Essaye encore, si vous aimez le concept, si vous aimez ce que je fais, si vous m'aimez moi, pourquoi pas, puisque on en revient à ça. Vous pouvez donner un peu d'argent en fait, un don. Genre vous pouvez donner 2 euros si vous êtes pauvre, vous pouvez donner 12 000 euros si vous êtes riche. Mais vous pouvez donner de l'argent en fait. Il y a un lien sur l'Instagram en question où vous avez tout pour suivre le podcast, l'écouter, etc. Et donc il y a un lien pour donner des sous, faire un don. Vous pouvez donner ce que vous voulez, vraiment même genre 2 euros, on s'en fout. Mais si vous avez envie de soutenir le concept même du podcast, sachez que vous pouvez. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire avant d'entamer. Épisode 28, donc, qui commence maintenant avec Sofiane. Sofiane Etaï, il est bordelais, mais c'est pas grave. Et ça fait 9 ans qu'il fait de l'humour professionnellement parlant. Il est aussi chauffeur de bus. Du coup, des fois, il fait des blagues dans le bus. Des fois, ça tombe à plat, comme les pneus du bus. Waouh, non, faut vraiment que j'arrête là. Bref, on reçoit Sofiane Etaï donc, et avec lui, on va parler en effet de son parcours entre chauffeur de bus et humoriste, des hésitations, des bides qu'il s'est mangé sur le chemin, par exemple au collège et au lycée, c'est ce qu'on entend là au début, hein, dans l'intro, dans le petit extrait. Il était absolument pas populaire au lycée à cause de son surpoids, et en fait, justement, il en a certainement fait une force, et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Son permis a été un échec cuisant. On va se raconter ça. À 29 ans, il décide de se lancer dans l'humour, vraiment. Forcément, du coup, s'il tente les comédie clubs et qu'il essaie l'humour, il se viande aussi, et c'est une autre anecdote d'échec à raconter. Et puis il lance aussi une tournée à un moment donné dans tous les départements, vraiment tous. Il est passé dans tous les départements. Ce fut un échec avant de devenir finalement un succès parce que il s'est rattrapé les échecs, Sofiane. Il nous raconte tout ça maintenant, ça commence. Voilà, bienvenue, on y va. Épisode 28, Sofiane Etaï dans Essaye encore. Salut Sofiane. Salut Geoffrey, comment tu vas? Ça va très très bien. Bon, bienvenue à toi. On va t'accueillir pour un nouvel épisode donc. On va découvrir finalement qui tu es un petit peu. Pour parler d'échecs, de bides, de four du coup. On se disait ça hors antenne avant, enfin hors podcast, hors enregistrement, le four, la plantade, le fail, l'échec. Qu'est-ce qu'on peut encore inventer comme nom? En tous les cas, c'est ça le sujet. Ça, y a pas de doute. C'est sûr. En tout cas, merci beaucoup de me recevoir dans le podcast et vraiment c'est un podcast que j'aime beaucoup. Moi, un épisode qui m'a particulièrement marqué, c'était celui avec Florent, le coiffeur des stars. Oui. J'ai beaucoup aimé parce que déjà tu vois le concept de dire déjà rien que le nom Essaye encore, il est tout à fait clair et tout. Et c'est vrai que quand on voit les histoires des gens, on se dit punaise, mais c'est exactement ça. Il faut s'accrocher, essayer, persévérer, tu vois. Et lui, ce qui m'avait marqué dans son histoire, c'est qu'il expliquait que son rêve dès le départ, c'était de coiffer Miss France et qu'on s'était moqué de lui. Ouais, et finalement aujourd'hui, non seulement il l'a coiffé elle, mais il coiffe toutes les stars. Donc vraiment, j'en profite pour le saluer s'il nous écoute. Et vraiment, respect à lui, c'est une belle preuve de persévérance. Tu me rappelleras combien je te dois pour cette promo, auto-promo dans le... Ne t'inquiète pas, on s'arrange. Un kebab sans sauce, ça fera l'affaire. Bon, nickel. Oui, c'est vrai. Alors, l'épisode est effectivement dispo, hein, toujours. Il y a pas de problème si vous voulez aller écouter Florent, lui et les autres, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'était une belle histoire parce que pour le coup, c'était
je vais pas dire un anonyme parce que du coup il coiffe les stars, mais c'était un peu ça. Il y a des gens connus et moins connus dans le podcast, et là c'était le cas de quelqu'un de dans l'ombre finalement, qui côtoie les stars et qui avait pour autant un rêve et qui l'a effectivement réalisé. On va aborder tout ça avec toi. Ma première question, tu la connais puisque t'es fidèle à l'autre bout du podcast, c'est qui es-tu? Eh bien, je suis Sofiane Etaï, donc je suis originaire du Maroc, je suis né à Clermont-Ferrand. Et puis aujourd'hui, je vis à Bordeaux, donc c'est mon travail qui m'a amené là-bas. Mon métier, donc c'est chauffeur de bus, mon métier officiel. Et donc, côté famille, je suis marié, j'ai 3 enfants et j'essaye de jongler avec ma passion de l'humour depuis bientôt 9 ans maintenant. Donc t'es humoriste, hein, c'est ça, dans le métier voilà, officiel. Oui. Oui, voilà, non officiel, c'est humoriste, stand-upper, ça dépend comment les gens veulent l'appeler. Mais voilà, je fais du stand-up depuis environ 9 ans maintenant. Ah oui, 9 ans, effectivement. Très bien, on va aborder tout ça, certainement le départ aussi de toute cette aventure. Est-ce que tu racontes des blagues aux clients du bus? Alors, l'humour, vraiment, c'est un très bon moyen de désamorcer en fait les situations. Tu vois, dès qu'il y a du conflit, les gens viennent vers toi, ils sont énervés parce qu'il faut dire ce qui est, le manque des transports. Tu vois, ça fait 14 ans que je suis chauffeur de bus et vraiment, j'ai vu des gens stressés de tous les styles et tout. Il y a des gens qui viennent très poliment, qui vont te poser des questions calmement. Il y a des gens qui perdent complètement leur sang-froid et qui s'énervent contre toi alors que tu n'y es pour rien, tu vois. Donc, l'humour peut être un très bon moyen de désamorcer le conflit. Et je m'en sers, c'est-à-dire j'essaie de m'en servir à bon escient. S'il se passe quelque chose et que je vais vouloir désamorcer une tension ou quoi, je vais le faire avec de l'humour. Des fois, ça peut être aussi juste une impro qui me vient comme ça. Je vais sortir un bon mot pour essayer de faire rire les clients, mais ça va être genre vraiment, faut que ce soit ponctuel, tu vois. Je vais pas me dire, allez, aujourd'hui, il faut que je les fasse rire ou quoi. Non, non, c'est pas du tout quelque chose que je prévois. En fait, c'est de l'impro. C'est de l'impro, et sinon, c'est quand vraiment il y a une tension, j'essaye de désamorcer au début de la tension avec un peu d'humour. Mais ça, j'imagine que c'est ton caractère de par défaut, en fait, dans la vraie vie de tous les jours. Il y a une tension, que ce soit un repas de famille ou n'importe, c'est ton réflexe, l'humour, en fait. Ben oui, je pense comme beaucoup d'humoristes. Hein. Et d'ailleurs, alors j'ai rigolé quand j'ai repensé à ce que j'allais pouvoir te raconter dans le podcast, parce que j'ai réussi à trouver un échec avant même d'avoir commencé l'humour. T'imagines ? Mais un échec humoristique, je parle. Hein. Ouais. Alors tu vas comprendre. Je me suis rappelé que ma prof de physique-chimie, tu vois, en seconde, m'avait laissé un mot sur le bulletin, tu vois, le bulletin trimestriel et tout. Elle avait marqué cette phrase qui résonne encore dans mes artères aujourd'hui, tu vois. Elle avait marqué « Sofiane dépense son énergie en intervention humoristique douteuse ». On est sur du lourd quand même. Ouais, c'est ça. Intervention douteuse hein, quand même. On est aussi sur du jugement. Ça, en fait. Et je crois, si je me rappelle bien, elle avait mis douteuse en majuscule, tu vois, vraiment. Ouais. Et je l'ai trouvée méchante en fait, tu vois. Moi, ça me fait rire aujourd'hui, y a pas de souci. Mais sur le moment, voilà, j'ai essayé de faire rire les copains, un peu comme tous les humoristes et tout. Et là, c'est la seule fois où vraiment un prof m'a mis ça. Tous les autres, ils rigolaient à mes blagues et tout, y a pas de souci, tu vois. Et elle m'a mis ça. Donc j'ai l'impression que elle avait l'air très pince sans rire, tu vois. Je pense qu'elle était plus cliente, on va dire, de l'humour noir ou quoi. Et donc la phrase, elle était magique, quoi. Sofiane gaspille, même pas dépense, hein. Sofiane gaspille son énergie. Gaspille, tu vois, son énergie en intervention humoristique et le douteuse en grand, je m'en rappelle encore. Alors aujourd'hui, j'espère que si elle vient voir mon spectacle, elle annulera le bulletin, elle m'en fera peut-être un nouveau, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que ça peut fonctionner après? Je ne sais pas, mais en tous les cas, on espère qu'elle pourrait se rattraper. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu me rattraper, non, mais la bonne nouvelle, en fait, c'est surtout que j'avais un prof un prof de gym très sympa, qui m'avait dit à l'époque, parce que tu vois, je te dis, j'essayais de faire rire les gens et tout, c'est un petit peu le moyen, je pense comme te diront beaucoup d'humoristes, c'est le moyen d'exister, en fait. C'est aimez-moi, tu vois, je sais pas, on cherche de l'attention, je sais pas. Voilà, moi je vais pas te mentir, j'étais pas populaire et tout pendant mes années collège, mes années lycée. Donc je pense que c'était le moyen de dire oui, bon, c'est vrai, je suis en surpoids, je suis pas très beau et tout, mais voilà, je suis marrant, s'il vous plaît, aimez-moi, tu vois. Et donc, je me rappelle d'un prof de gym très sympa qui m'avait dit tu sais, je lui avais fait une blague, il a rigolé, et il m'a dit, le jour où tu seras en spectacle, tu m'invites, hein. J'ai dit oui, pas de problème. Et j'ai dit ça en rigolant, parce qu'à l'époque, je savais pas du tout que j'allais faire ça. À l'époque, je voulais je voulais faire quoi déjà à l'époque? Je voulais, au début, faire de la médecine, mais sans le bac, c'est très compliqué. Et du coup, je m'étais plus dirigé peut-être vers du journalisme. Je pensais faire peut-être essayer de faire un truc un peu en autodidacte, quoi, tu vois. Parce que j'avais rencontré
le rédacteur en chef d'un journal très connu à Clermont-Ferrand, qui m'avait dit que lui, il avait fait aucune école de journalisme et tout, donc ça m'avait encouragé, tu vois. Et donc à ce moment-là, je me doutais pas du tout que j'allais devenir humoriste. Quand lui m'a dit, le jour où t'es en spectacle, tu m'invites, j'avais dit oui comme ça pour rigoler, sauf que j'ai réussi à réaliser ça. Je suis parti jouer à Clermont-Ferrand, j'ai réussi à retrouver le prof sur Facebook. Ah ouais. Et je lui ai dit, ah je te jure, je lui ai dit, vous vous souvenez? J'ai dit, vous vous souvenez que vous m'aviez dit ça? Il me dit, ah je me rappelle pas et tout. Je dis, vous savez quoi? Je vous invite avec grand plaisir. Il m'a dit, tu me fais pas monter sur scène, hein. Et moi vraiment, je suis pas un humoriste méchant, tu sais, je suis un gros nounours, que ce soit physiquement ou dans l'esprit. Donc vraiment, je mets pas les gens en difficulté. Donc je lui ai dit, non, juste venez et franchement ce sera un plaisir. Si vous m'autorisez, je raconte l'histoire, mais si vous m'autorisez pas, j'en parle même pas. Et il m'a dit non, tu peux en parler, mais juste ne me fais pas monter sur scène. Et j'ai dit ok. Et du coup le soir même, il était là dans la salle et on a joué donc à l'espace Nelson Mandela à Clermont-Ferrand. Et j'avais des amis, j'avais ma famille, tout ça, et ce prof était au premier rang. Et j'ai dit, mesdames et messieurs, mon prof en seconde, qui m'a dit, un jour si tu fais un spectacle, tu m'inviteras. Et il est là, mesdames et messieurs, je voudrais que vous l'applaudissiez. Et ça m'a fait plaisir, tu vois, de boucler la boucle un petit peu comme ça, tu vois. C'est ça, mais oui. Mais tu aurais quand même dû le faire monter sur scène parce que lui, je suis sûr, il t'a envoyé au tableau. Oui, faudrait que je dise, vous vous rappelez quand vous m'avez fait courir 20 minutes? Allez, sur scène maintenant. Voilà, c'est ça. Et il faisait partie des profs sympas, tu vois. Mais donc voilà, c'était mon donc avec madame la prof de physique chimie, je vais pas donner son nom quand même, mais madame la prof de physique chimie que j'avais en seconde, voilà, c'était mon premier échec avant même d'être humoriste. On m'a dit voilà, tu gaspilles ton énergie en intervention humoristique douteuse, et ça m'a toujours fait rire quand j'y repensais, quoi. Non, en tous les cas, du coup, ça donnait le ton, c'est-à-dire que finalement, t'étais un peu prédisposé. Est-ce que c'était un échec là, à ce moment-là, l'école? Est-ce que t'étais du coup bon ou mauvais élève? Alors j'étais un bon élève feignant, tu vois. Ah oui. Ouais, bienvenue dans le club. Franchement, je pense qu'on est fait pour se comprendre, parce que je faisais partie des élèves qui n'avaient pas besoin de beaucoup travailler pour s'en tirer. Voilà. Et le problème, c'est que la magie opère jusqu'à un certain moment, mais il y a un moment où il faut vraiment travailler, tu vois. Moi, je suis parti en filière scientifique en plus. Ah oui. Et oui, donc jusqu'en seconde, je vais pas te mentir, jusqu'en seconde, j'avais des bonnes notes en travaillant un peu. C'est-à-dire un peu en mode, on a un contrôle, allez, je vais réviser, tu vois, c'est tout juste ça. Ouais. Voilà, mais sinon rien de spécial. Et après, dès que je suis arrivé en première, en fait, j'avais les mêmes notes, mais il manquait le 1 devant, tu vois. Je suis passé de 15 à 5. Oui, quand même. Ah, je te jure, hein, vraiment, et ça m'a choqué, hein. Ça m'a choqué. Non, mais je comprends. C'est vrai, voilà. Et ça, c'est vrai que, alors, on mélange les classes, je sais pas si c'est encore le cas d'ailleurs, mais les niveaux dans les classes, normalement, je pense que oui. Mais, en fait, c'est vrai que pour les élèves, entre guillemets, bons, sans avoir besoin de se fouler, c'est une ode à la paresse. Parce que j'ai vécu ça aussi. J'avais pas besoin de faire grand chose. Je suis toujours tombé dans une classe où, bizarrement, autour de moi, tu m'aurais mis dans une classe de très très bons, peut-être que j'aurais dû me bouger le fion. Mais là, j'avais pas besoin de faire énormément pour être dans le haut de la classe, donc je faisais le minimum, ça fonctionnait très bien. Et t'as raison, il y a un moment donné, ça marche plus. Toi, c'était quand alors? Moi, c'était dans les années comment dire ça. Attends, j'ai quitté, de toute façon, j'ai eu mon bac en 2006, donc c'est avant. D'accord. Mais toi, tu vois, à la différence près, toi, t'as eu ton bac. Oui, voilà. Oui, mais alors j'ai fait un bac L sans avoir lu les livres. Voilà, alors moi, oui, alors franchement, voilà, bien joué, mais vraiment, moi, le bac, du coup, j'y suis allé et j'ai eu la mention refusée, tu vois. La mention refusée, ouais. On est beaucoup à l'avoir cette mention, et du coup je l'ai retenté l'année d'après en candidat libre, mais attends, quand j'étais à l'école déjà je travaillais pas assez, alors imagine en candidat libre, on oublie. En vrai, quand t'es plus à l'école, faut vraiment une énorme discipline et volonté, quoi, hein. C'est ça, donc c'est pour ça que voilà, j'ai planté, et aujourd'hui je n'ai pas le bac, mais Dieu merci, j'ai pu m'en sortir quand même. Voilà, et ça, tu le vis comme un échec ou pas du tout? Alors justement, tiens, puisque c'est le thème. Non, alors très honnêtement non, vraiment. Au début je doutais un petit peu, je me disais peut-être que je vais devoir vraiment travailler, tu vois, genre faire toute ma vie en usine et tout. Non pas que ce soit mauvais, hein, je renie pas du tout. Mon père a fait toute sa carrière en usine, aujourd'hui il a la retraite grâce à Dieu. Et moi j'ai fait quelques travaux en usine, tu vois, j'ai fait des petits boulots en usine. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, pas pour le côté j'ai pas envie de travailler en usine. Non, pour le côté physique, je n'y arrivais pas. J'avais du mal, tu vois. J'irai pas jusqu'à dire que je suis cérébral, parce qu'en fait, je suis ni cérébral ni physique au final, tu vois. Mais je veux dire, j'aime pas la force, et j'ai eu encore plus.
Ah mais j'ai eu encore plus de respect pour mon père à ce moment-là. Je me suis dit, lui qui a tapé 40 ans là-dedans, moi j'ai tapé peut-être 6 mois, j'ai pété un câble, tu vois. Et j'ai dit, faut que je m'en sorte. Donc là c'était un petit échec à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est terminé bien évidemment parce que j'ai pu rebondir. Mais en fait, ce qui s'est passé, je me suis vraiment posé. Tu vois, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Je peux pas tenir jusqu'à la retraite comme ça. Et j'avais pas encore de projet artistique ou quoi. Moi, c'est venu tard, hein. Vraiment, j'ai commencé l'humour à 29 ans. Là, je te parle de ça, je devais avoir 20 ans, ou 19 ou 20 ans, et je me disais comment je vais faire. Et je suis allé de petit boulot, en intérim et tout, vraiment dans tout, quoi. J'ai travaillé dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, dans tout ce que tu veux. Et après, j'en ai eu marre, vers l'âge de 23 ans à peu près. Je me suis dit non, c'est trop précaire. Et puis surtout, je sens que je n'ai pas la capacité d'y arriver, vraiment de tenir le coup sur la distance, parce que c'est très physique. Vraiment, c'est éprouvant. D'ailleurs, les gens qui ont fait toute leur carrière en usine, tu les vois, ils ont des gros problèmes de dos et tout, ils ont des problèmes de santé, c'est très grave. Voilà. Et moi, j'avais même pas la force de tenir. Eux, ils tiennent, et au bout du compte, ils se rendent compte que ça leur a fait du mal. Moi, ça me faisait du mal déjà le premier jour, quoi, tu vois. J'étais pas fait pour ça. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est pas. J'aurais voulu parce que du coup, il y avait vraiment de l'avenir là-dedans et tout. Mais voilà. En tout cas, je me suis dit là, je me pose. Je préfère m'arrêter de travailler pour l'instant et vraiment me concentrer sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et j'ai réfléchi. Je me suis dit qu'il y avait 2 choses que j'aimais faire. Parce que bon, alors je vais pas te dire que je me suis inspiré de Confucius qui disait, je crois que c'est Confucius, hein, qui disait genre fais ce que tu aimes et fais ce que tu aimes, pardon, et tu n'auras jamais l'impression de travailler. Ouais. C'est une phrase comme ça, je crois que c'est Confucius. Mais moi, en fait, je sais pas, j'avais dû lire un truc dans le même style, et je me suis dit ça, je me suis dit, pour que je puisse travailler jusqu'à la fin de ma carrière, que, tu sais, moi je pensais à la retraite, quoi, je me suis dit, pour préparer ma retraite, il faut que j'ai quelque chose dans lequel je puisse travailler à l'aise, quoi, quelque chose dans lequel je me sente bien. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime bien discuter. D'ailleurs, désolé pour la longueur du podcast, hein, d'avance, désolé. Donc j'aime bien discuter et j'aime bien conduire. Je me suis dit, il y a 2 métiers qui réunissent les deux, du coup 3 avec les camions, mais moi je pensais, camion, j'étais moins dedans. Mais je me suis dit, il y a soit taxi, du coup oui, pardon, je te dis une bêtise. Camion, ouais, tu vas pas vraiment discuter, Tu vas discutes plus moins, oui, c'est ça, ouais, voilà. ouais. C'est pour ça, non, donc moi voilà, c'est le côté discussion, le côté conduite, il y aurait eu le camion, mais là en l'occurrence, il y avait vraiment que le côté discussion qui rentrait en compte avec ça, donc taxi ou bus. Et j'ai voulu me renseigner pour faire chauffeur de taxi à Clermont-Ferrand, et à l'époque, le prix de la licence de taxi, parce qu'il n'y avait pas encore les Uber et tout, le prix de la licence de taxi, c'était 180 000 €. Ah oui. Ouais. Donc, et aujourd'hui, ça doit être. C'est ça. Je me suis dit ouais, le bus c'est bien aussi, ça va. Et donc je suis parti passer mon permis. Je suis parti à l'AFPA du Puy-en-Velay. Je suis parti dans le 43, la Haute-Loire, et j'ai passé quelques mois là-bas. D'ailleurs, nouvel échec parce que mon permis je l'ai raté. Alors je rassure donc, les. tu conduis sans les permis auditeurs. alors. Voilà, non, surtout pas. Non, je les rassure, je l'ai repassé après. Mais donc j'ai eu de la chance parce qu'en fait, je demandais tous les mois si je pouvais venir repasser parce que j'avais raté parce qu'il y a la partie conduite et la partie plateau. C'est un peu comme les motos et tout. Ouais. La partie conduite, je l'avais raté, mais la partie plateau, je l'avais eu. Et donc il fallait que je revienne repasser seulement la conduite. Et le truc que m'a reproché l'inspecteur, en fait, c'est la même chose qui m'a été reproché pour mon permis voiture et pour lequel j'ai raté le permis aussi la première fois, c'est qu'il m'a dit vous êtes trop prudent. Ah oui. Tu vois, vous êtes voilà. En voiture, j'ai carrément eu le mec qui m'a dit excès de prudence. D'ailleurs, j'en ai fait un passage dans mon spectacle, mais le mec il m'a dit je ne vous donne pas votre permis pour cause d'excès de prudence. Et c'est incroyable. Je savais pas qu'on pouvait être trop prudent. Et il me dit, non, mais c'est pas. Il me dit non. Il me dit vous devez être plus assuré et tout. Et aujourd'hui, je comprends mieux ce qu'il a voulu dire parce que c'est vrai que si t'hésites trop, tu deviens un danger pour les autres. Oui, c'est ça. En tout cas, voilà. Donc en tout cas là, on m'a reproché ma prudence. C'est pas grave. Bon j'ai été recalé. J'ai demandé à passer en rattrapage. J'ai demandé à passer donc chaque mois. Je demandais s'il y avait de la place et il y en avait pas. Et j'ai eu de la chance. C'est qu'il y avait un gars qui passait le permis, donc il passait la partie conduite et la partie plateau, et il est tombé malade, le pauvre. Hein. Bien sûr, je me réjouissais pas de ça, mais ça a libéré 2 places du coup, une place en conduite, une place en plateau. Moi, j'ai eu la place de conduite, et un ami de Montluçon a eu la place en plateau, et on est retourné là-bas pour 3 semaines. On a passé 3 semaines, donc lui, il révisait et tout à fond, et moi, je faisais que conduire. Parce que normalement, tu conduisais le matin et tu révisais l'après-midi la partie écrite ou inversement. Et moi, comme j'avais que la conduite, je conduisais le matin avec ceux qui conduisaient et je conduisais le soir avec l'autre groupe. Ah ouais. Tu vois, donc ça fait que vraiment, j'ai passé 3 semaines à bien conduire et à apprendre à mieux gérer le véhicule. Et c'est vrai, quand j'y réfléchis, je me rends compte que j'étais pas prêt la première fois. Donc là, j'y suis allé et je l'ai passé. Et c'était ma dernière chance parce que tu as droit à 3 chances en fait. Ah oui. En gros, 2 chances, je les ai grillées la première fois.
Et la troisième chance, c'était là. C'est-à-dire, si là, je grillais cette chance-là, je devais retourner à l'AFPA pour faire la formation complète. Et donc, 3 mois, quoi. Donc, j'ai eu de la chance, Dieu merci, je l'ai eu. C'était en mars 2007. Et après, je suis parti travailler directement. 1 mois plus tard, donc j'ai déposé des CV et tout. 1 mois plus tard, j'ai commencé, j'ai pris le volant de mon premier bus, un petit bus d'une marque turque qui s'appelle, je crois que c'est turc, ça s'appelle Temsa, Temsa. D'accord. C'est une petite marque. Voilà, je connaissais pas du tout et d'ailleurs ça me faisait marrer parce que à l'époque, bon alors c'est pas une vanne qui vole très haut, hein, c'est rien du tout, mais je veux dire à l'époque j'avais mon téléphone qui s'appelait Sagem, tu vois. Donc je disais Sagem, t'aimes ça, voilà. Non, enfin plutôt t'aimes ça, Sagem, tu vois, voilà. C'était, ça me faisait rire à l'époque. Bon, je comprends mieux ce qu'a voulu dire ma prof de physique chimie. Dépense, non gaspille, pardon, son énergie en blague. Voilà, on le rappelle, hein. C'est d'ailleurs le titre de ton spectacle. Ah mais là je continuais à la gaspiller, hein, tu vois. Enfin bref, en tout cas à ce moment-là, j'étais pas encore humoriste, hein, pour ma défense, vraiment. Et donc j'ai continué dans ce métier, j'ai réussi à trouver une place qui me permettait d'avoir un peu plus d'heures de travail parce que là j'avais un contrat à 120 heures, je travaillais à 40 km de chez moi. Après je suis parti dans un boulot beaucoup plus près de chez moi, genre à 15 km et je travaillais à temps plein, donc c'était bon. Et puis après 2 ans et demi à conduire à Clermont-Ferrand comme ça, j'ai dit allez, j'ai envie de passer dans l'urbain parce que vraiment quand t'es chauffeur de bus, le mieux je pense c'est l'urbain. Après il y en a qui préfèrent le scolaire, il y en a qui préfèrent les voyages, tout ça. Moi je voulais vraiment rentrer dans l'urbain, donc l'équivalent de la RATP. Et j'ai essayé, mais à l'époque, voilà, c'était un peu compliqué. J'ai pas eu de chance en fait, c'est-à-dire que je suis arrivé, donc moi j'ai eu le permis en 2007. Et le tram à Clermont-Ferrand, il a repris, donc il y avait un tram à l'époque, et puis ils l'ont remis après en 2006. Donc le problème, c'est que tous les chauffeurs qui ont été recrutés pour préparer 2006. Donc moi, je suis arrivé, c'était trop tard, il n'y avait plus de place. Et je pense que voilà, à l'époque, fallait avoir un peu de piston, tu vois, et vu que j'étais pas le neveu du maire, c'était compliqué. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai continué, je me suis accroché et j'ai dit allez, je vais tenter ma chance dans d'autres villes. J'ai envoyé des lettres à Lyon, Saint-Étienne, Montpellier, Toulouse, Orléans, Tours et Bordeaux. Et du coup, c'est Bordeaux qui m'a répondu le premier. Je suis parti passer les tests et quand ils m'ont dit on vous prend, j'ai dit allez, je cherche pas plus loin, je prends Bordeaux. C'était une ville qui avait l'air sympa. Et puis voilà quoi. Et juste après, tous les autres ont commencé à suivre, à m'envoyer, venez passer les tests et tout. Après, je leur ai répondu, bien sûr, parce que ça, c'est une chose. Tu vois, même dans l'humour aujourd'hui, je le garde ça. Je peux pas laisser quelqu'un sans réponse, tu vois. Et malheureusement, dans notre milieu, je pense que toi, avec tes interviews, il y a pas mal de fois où tu as dû écrire à des gens qui se sont contentés de voir le message et de ne même pas te répondre. Je pense que ça, voilà. On le sait, hein. Tu fais un podcast aussi, on va en parler après, j'imagine. Voilà, on le sait. Il y a des messages, ils sont même pas lus. Il y a ceux qui sont juste lus, et puis après, il y a ceux qui répondent. Voilà, c'est ça. Alors, quand un message est même pas lu, je peux comprendre. Mais quand il est lu et qu'il n'y a pas de réponse, je trouve ça vraiment, je sais pas. Enfin, pour moi, dans l'humour, dans la vie, dans n'importe quel domaine, pour moi, un non vaudra toujours mieux qu'un silence. Ouais. Après, moi, je peux comprendre sur l'instant parce que je le vois moi dans le cadre du travail aussi, à la radio ou quoi. Tu reçois un message, t'es occupé à faire un truc, mais t'es connecté, tu vois, tu as lu le message. Mais t'es pas en train de répondre, t'es à faire autre chose. Et après, par contre, des fois, t'oublies. Ça, c'est vrai. Oui. Hein, je suis le premier à oublier, donc voilà. Non, alors, mais par contre, bien après, sûr, l'oubli, voilà, l'erreur est humaine, il y a aucun souci. L'oubli, c'est normal. Mais dans ces cas-là, moi, tu vois, j'ai tendance. Mais après coup, tu reviens faire une petite réponse. Voilà, c'est ça. Voilà, genre, c'est quoi, souvent, moi, je balance même juste un smiley. Juste histoire de faire remonter dans la conversation. Oui. Et quand tu vois que la personne, à chaque fois que tu balances un message ou un smiley, elle le voit et elle te répond pas, bon, là, voilà, quoi. Oui, ouais, tu dis je passe à autre chose. Voilà. Mais non, mais c'est ça. Hein. Après, moi, il y a pas de souci. Moi, tu sais, les gens que j'ai invités au podcast, ceux qui m'ont répondu, ils étaient les bienvenus. Ceux qui n'ont pas voulu répondre, tant mieux. Hein, c'est pas. Enfin voilà, moi, je force personne, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est toujours plus respectueux. Moi, il y en a qui m'ont dit, désolé, je ne fais pas d'interview et tout, et je le comprends totalement. Vraiment, il y a aucun problème. Je te dis, le non me fera jamais autant mal qu'un silence. Oui, le silence, c'est du mépris pour moi, tu vois. Voilà. Ouais. Donc revenons, en revenant au bus, le truc c'est que toutes les entreprises qui m'ont envoyé de venir passer les tests, c'est pas parce que j'ai été pris à Bordeaux que je répondais plus. Non, je leur ai toutes répondu, je leur ai toutes dit merci, je suis en poste actuellement, merci beaucoup, voilà. Et ils ont compris, et pas de problème. Ça y est, de toute façon, c'est pas ça qui manque. Hein. Les candidats, il y a de quoi faire. Et donc voilà, donc chauffeur de bus depuis, et j'ai découvert la passion de l'humour à 29 ans. Ah oui, d'accord. C'est même pas tu t'es lancé à 29 parce que t'avais ça dans ta tête depuis. Alors je me suis peut-être mal exprimé en disant j'ai découvert la passion de l'humour, c'est-à-dire je me suis lancé dans la. Pardon, excuse-moi. Je me suis lancé
dans la passion de l'humour à 29 ans. C'est-à-dire, si tu veux, tu vois, j'avais oublié de te dire ça tout à l'heure, dans les différents métiers que j'ai fait en intérim et tout, j'étais tout le temps, tu vois, en train d'écouter Rire et Chanson ou quoi sur les postes de radio qu'il y avait. Et d'ailleurs, j'ai travaillé pendant un petit moment chez Nissan. Je lavais des voitures chez Nissan. Et les clients qui récupéraient leur bagnole devaient se demander pourquoi toutes les radios étaient sur Rire et Chanson, tu vois. Chaque fois, j'écoutais ça tout le temps et ça me mettait la pêche. J'écoutais les sketchs et tout. Et après, j'ai découvert le stand-up du coup en 2007 avec le Jamel Comedy Club. Et c'est vrai que là, ça a commencé à me titiller un petit peu. Je me disais pas un jour je le ferai, hein, pas du tout. Mais je me disais, c'est sympa ce style d'humour parce que c'est pas du personnage, c'est de l'adresse directe au public. En fait, il y a pas de quatrième mur. Et je trouve ça bien, c'est comme si on était avec un copain. Et je me disais, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on a déjà fait du stand-up. Enfin, je savais même pas que ça s'appelait du stand-up, mais je me rends compte qu'on faisait la même chose avec mes potes quand on était en soirée ensemble. Et je me disais, tiens, c'est un style d'humour qui me parle, ça. Et je me disais, ouais, c'est vrai que peut-être un jour, si j'ai l'occasion, voilà, mais c'était pas encore un projet parce qu'à l'époque, il y avait rien. Il y avait pas de scène ouverte, tout ça. Oui, après, ça c'est assez récent, voilà. hein, c'est vrai. Et voilà, et donc après, je suis parti à Bordeaux et à 29 ans, je discutais avec un ami comédien qui m'a dit, je sais plus comment on en est arrivé à parler de ça, mais je lui ai dit, c'est vrai que j'ai quelques idées. Alors, j'avais noté 2-3 blagues sur mon téléphone comme ça, et je me disais, un jour, si j'ai l'occasion, je les jouerai, quoi. Et là, il m'a dit, si tu veux, dans un mois, je fais une scène ouverte dans une chicha, et t'es le bienvenu. Et moi, je savais pas à l'époque ce que c'était, tu vois, genre les chichas, tout ça. Enfin, je connaissais un peu, mais je savais pas que dans l'humour, la chicha, c'est le pire, hein. C'est vraiment. J'allais dire, il y a une réputation, hein, autour de la chicha. Voilà. Et les passages. Mais alors, j'ai eu de la chance. J'ai vraiment eu de la chance parce que ma chicha, donc mes 2 premières scènes, c'était en chicha. Et ça s'est plutôt bien passé. La première, alors après, c'était peut-être le côté, t'as vu, c'est sa première scène et tout. J'ai d'ailleurs toujours la vidéo et je ferai tout pour pas qu'elle fuite. je la garde à titre personnel. Je la ressortirai peut-être un jour pour le délire, tu vois. Évidemment, je plaisante, mais je veux dire, je la garde vraiment au cas où un jour je me sens plus, tu vois, genre je me sens partir. Je me dis, attends, faut revenir sur terre. Allez hop, on va mater ça, tu vois. Parce que c'est vrai que ça te remet les pieds sur terre, hein, tu sais, quand tu vois ça, tu dis, ah ouais, c'est de là que j'ai commencé et tout. Mais je la garde, un petit côté nostalgie chez moi, quoi, voilà. Et donc, en fait, je suis monté sur scène avec ce premier texte qui était un sketch sur les téléphones portables, qui existe toujours d'ailleurs dans mon spectacle. Il a beaucoup évolué, mais c'est le sketch d'origine. C'est quasiment, on va dire, il y a 70% du texte d'origine qui s'y trouve encore, tu vois. Et donc, je suis monté comme ça. Et je me rappelle, tiens, d'ailleurs, c'est quelque chose, je m'en doutais pas du tout. J'ai un ami qui m'a dit, tu vas monter sur scène. Il m'a dit, moi, j'ai fait du théâtre. Je te conseille de prendre de l'eau. Et je dis, pourquoi? Il me dit, prends de l'eau avec toi. Et il me dit, même si t'as pas soif, bois. Et je dis, mais si j'ai pas soif, je vais pas boire. Et il m'a dit, tu verras, prends une bouteille d'eau avec toi. Et j'ai dit, ok. Et là, quand je voyais le présentateur sur scène qui annonçait que donc c'était mon passage, c'était mon tour, là, j'ai senti ma gorge se nouer. J'avais pas soif, pourtant, hein. Mais elle s'est nouée d'un coup et je me suis retrouvé à avoir une soif comme pas possible. J'ai descendu la bouteille, tu vois, d'un coup. Et je suis monté sur scène et on le voit dans la vidéo, je stresse et tout. Mais c'est normal. Il y a plein de blagues où je me dis, mais punaise, comment ils ont pu rire à ça? Mais bon, c'est comme ça, hein, il faut bien commencer quelque part. C'est la règle effectivement, c'est un métier où tu ne peux pas le travailler ailleurs qu'en étant face aux gens sur la scène. Donc, par définition, ils sont complices des erreurs. Voilà. C'est ça. Et puis en même temps, je me dis que de toute façon, c'est bon signe. Si aujourd'hui tu regardes ça et que tu trouves ça mauvais, ah bah oui, c'est que t'as évolué, tu vois, c'est une bonne nouvelle. Ah bah clairement, oui, il y a rien de pire, hein. C'est Dan Gagnon le disait dans un des podcasts et le dit d'ailleurs très régulièrement partout où il peut le dire parce que c'est vraiment une règle de base, c'est qu'effectivement, si tu te regardes d'un truc qui a genre 2 ans et que tu te dis c'était pas mal, c'est toujours aussi drôle, je fais pareil, bon ça veut dire que t'as pas bougé depuis 2 ans, quoi. C'est ça. Alors justement, parlons. Oui, vas-y. Non, j'allais juste te dire, donc en fait, j'ai fait cette première scène et puis le mois d'après, on m'a dit, reviens si tu veux. Et là, tu vois, là c'est important, là c'est mon premier entre guillemets échec, même si c'était pas vraiment un bide ou quoi, mais c'était mon premier échec humoristique officiel. Tu vois. Oui. C'est-à-dire que voilà, parce que je pense que t'as eu pas mal d'humoristes qui te disent ça. C'est le côté deuxième scène. Tu sais, la première, tu prends la confiance parce que ça a plutôt bien marché, parce que les gens ont une empathie par rapport à toi. Tu vois, tu vois, ils ont de la sympathie pour toi parce qu'ils se disent c'est sa première scène et tout, on va l'encourager. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais étonné quand j'ai vu l'ambiance des chichas et tout. Je me dis quand même, ils ont été cool avec moi les autres. Ils m'ont écouté, vraiment, ils m'ont accordé leur attention sans problème. Hein. On entend dans la vidéo. D'ailleurs, c'est marrant parce que dès que je fais une blague et que ça rigole pas, on entend le silence. Donc les gens ne parlaient vraiment pas. Tu vois.
Ce qui est mauvais signe quand même, on va dire, d'avoir du silence, mais on va dire quand même, c'était bienveillant de leur part. Ils m'ont accordé leur attention, et ça c'était le plus important. Et donc j'y suis retourné la fois d'après, et comme beaucoup d'humoristes, je me suis dit bon, bah ça y est, j'ai craqué le code, hein. Je sais ce que c'est l'humour, c'est facile en fait. Et j'y suis retourné avec un sketch sur les mariages orientaux, qui maintenant n'existe plus dans le spectacle. Il est toujours dans le DVD, mais dans le spectacle live que je joue, non, là il y est plus maintenant. J'ai raccourci le spectacle. Mais donc j'avais écrit ce sketch-là au mariage d'un ami. Je prenais des notes parce qu'à ce moment-là, comme j'avais commencé le stand-up, dès que j'étais invité quelque part, je prenais des notes. Je regardais, j'observais parce que je fais beaucoup d'humour d'observation. Mhm. Et là donc le mariage, j'allais dire le spectacle. Non, le mariage de mon ami. J'ai vu des trucs et je dis ah ouais, ça c'est trop marrant, c'est toujours comme ça dans les mariages orientaux et tout, et j'ai tout noté et j'y suis retourné donc et en confiance, et très honnêtement le sketch a marché à allez, je dirais 40%, 30 ou 40% quoi. Donc c'était plutôt faible, on va pas se mentir. Donc c'était un semi-bide, un quasi-bide hein, vraiment, et c'est là mon premier échec, mais quelque part c'est une bonne chose parce que là tu te rends compte que c'est du travail et que t'as pas craqué le code de l'humour, t'as rien fait du tout. T'as juste réussi une fois à plaire à des gens. Donc il faut continuer à travailler et se remettre en question parce que je pense que l'humour, c'est la remise en question permanente. C'est ça, exactement. Et ça, quand alors là, à ce moment-là, sur l'instant, là aujourd'hui, tu me dis ouais, c'est bien parce que du coup, ça m'a permis de voir en effet que c'était du travail, effectivement. Mais sur l'instant, quand tu le vis, ce presque bide, comment tu te sens? Et puis même après, les autres, on va en reparler. Il y en a d'autres de bides, ouais. mais comment tu les vis quand ça se passe? T'es genre à te cacher tu sors de scène et puis tu te caches et tu pleures dans un coin ou tu vois, enfin. Alors, je pleure pas extérieurement, mais intérieurement, tu vois. Donc, c'est en sortant de cette scène-là, j'ai mal. Tu sais, à l'intérieur, tu vois, j'ai mal. Je me dis, genre entre guillemets, j'ai perdu le mojo, tu sais, j'ai perdu le pouvoir que j'avais, alors que j'ai joué une seule fois. On est d'accord, il y a aucun pouvoir du tout. Hein. Mais donc, je me disais, j'y arrive plus. Ça y est, oh là là, j'ai perdu le truc. Et c'est là que je me dis, en fait. C'est parce qu'il faut travailler et ça m'a remis les pieds sur terre tout de suite. Hein. Après, je veux dire, j'étais pas non plus à me dire que j'étais le meilleur humoriste de France, hein, c'est pas ça. Mais je me disais, ça a l'air facile. Et en effet, beaucoup de gens pensent que c'est facile. Et je me suis dit, finalement, ça ne l'est pas du tout. Et j'avais qu'une seule envie, c'était de remonter sur scène. Et malheureusement, le plus grand échec à ce moment-là, c'est qu'il y avait plus de scène. La chicha avait arrêté de faire des soirées, tu vois. Donc je me suis retrouvé à ne plus pouvoir jouer, mais le virus de la scène s'était déjà emparé de moi et donc j'ai dit là je peux pas, ça y est, c'était devenu une drogue pour moi, tu vois. Je me suis dit je peux pas m'arrêter là, j'ai envie de jouer, j'y ai goûté maintenant, j'ai entendu les gens rire à des trucs que j'ai écrits et je peux pas m'arrêter là, je dois remonter sur scène. Et donc j'en ai profité pour écrire mon spectacle et pour chercher un endroit pour jouer et donc voilà, je me suis retrouvé à jouer j'avais programmé une date pour le mois de novembre 2012. Et parce que ça, alors je te parle de ça, la première scène c'était décembre 2011 et la deuxième, donc le semi-bide, janvier 2012 pardon. Et après donc jusqu'à novembre 2012, c'était une espèce de date butoir à laquelle j'allais devoir jouer mon spectacle complet. Donc j'ai écrit pendant quelques mois et après je suis parti, donc j'ai pris contact avec le théâtre. D'ailleurs c'est grâce à Samia Orozman, je sais pas si tu la connais. Ça me dit un truc, oui, ça me dit quelque chose son nom. Voilà. Excellente comédienne, vraiment, qui rôde son deuxième spectacle en ce moment. Oui, si, je vois. Oui. Voilà, et elle est super gentille et tout, et c'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier un petit peu au début, parce qu'elle m'a dit, viens faire ma première partie. Et c'était très sympa de sa part. D'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai découvert le lieu. Et donc après, j'avais dit oui bonjour, je m'appelle Sofiane et je me lance dans l'humour et je dois faire la première partie de Samia Orozman dans quelques temps. Est-ce que je peux venir jouer chez vous de temps en temps, faire des petites premières parties et tout? Et il m'avait dit oui, et c'est comme ça que j'ai rencontré tous mes amis de Bordeaux. Voilà, j'ai rencontré tous mes amis humoristes à ce moment-là et on s'est tous retrouvés après sur la scène ouverte qu'on a créée genre 2 ans, un an plus tard, on a créé une scène ouverte et on s'est tous retrouvés là-bas. Mais donc ça m'a ouvert une porte pour aller jouer sur une scène régulièrement parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est du travail. Et si malheureusement j'avais compté que sur la chicha, il y avait plus rien derrière. Tu vois. Ouais. Donc c'est ouf quand même t'avais genre joué 2 fois et ta prochaine date c'était un spectacle entier. Alors, je n'ai pas dit que j'étais pas inconscient. Attention. Mais tu sais, c'est même pas de l'inconscience en mode, c'est pas grave, je vais y arriver. Non, c'est en mode, je sais pas du tout comment ça se passe. Tu sais, c'est le fameux, dès que quelqu'un demande à un humoriste, vos 10 minutes sont sympas, là, vous avez un spectacle entier? Et le mec dit oui, alors que pas du tout, tu vois. Oui.
on sait pas où on met les pieds en fait. Donc moi, quand on m'a dit faudra que t'écrives un spectacle, je me suis dit bon, j'ai réussi à écrire 2 sketchs, je peux peut-être en écrire, je sais pas, 5-6 autres, histoire de faire 1 heure quoi. Et en fait, c'était de l'inconscience. Aujourd'hui, tu me dis, faut que t'écrives ton spectacle pour le jouer. Je vais dire, attends, je vais y aller beaucoup plus doucement, tu vois. Oui, je vais tester 5 minutes par 5 minutes, tu vois, vraiment. Alors que là, j'ai tout écrit et ensuite, je suis parti tester des petits morceaux. Et là, bah, ça se passait, ouais, ça va. C'était un petit café-théâtre, il y avait 40 places. Ça va. Franchement, les gens étaient quand même bienveillants parce qu'ils voyaient que j'étais pas du tout expérimenté en fait. Donc il y avait cette bienveillance qui me permettait de m'en sortir et ça m'a permis de m'amener jusqu'à la première partie de Samia Orozman. Et là, j'ai pris une grande leçon, vraiment. Elle m'a même donné 2 grandes leçons. C'est que le premier soir, je suis venu, et il y avait 2 personnes dans la salle. Et je lui ai dit, mais tu vas pas annuler du coup, vu que tu as que 2 personnes. Et elle m'a dit, je n'annule jamais. Elle m'a dit, les gens sont venus me voir, je dois jouer pour eux. Et je la remercie encore aujourd'hui parce que elle m'a donné cette première leçon, qu'on n'annule jamais. Et moi, en effet, je n'annule jamais non plus parce que je me mets à la place des gens, je me dis, ils sont venus, même s'ils sont que 2, c'est pas normal de leur refuser l'entrée. Ben oui. C'est comme si tu leur disais, vous ne valez pas mon spectacle. Vous n'êtes pas digne de moi. Non. Les gens sont venus, peut-être ils ont pris une babysitter, peut-être ils vont prendre une amende sur la voiture parce qu'ils sont mal garés, je sais pas. Les gens sont venus, tu dois leur donner ton spectacle, vraiment. Donc, elle m'a dit ça, premièrement, et la deuxième leçon que j'ai prise, en fait, en la regardant, c'est le lendemain. Parce que le lendemain, la salle était complète. Donc déjà, c'était un grand écart incroyable entre 2 personnes et la salle complète, mais là où j'ai été bluffé, et c'est là la grande leçon, c'est qu'elle a joué exactement pareil, avec la même énergie, la même intensité. Et autant quand tu joues devant une salle pleine, c'est facile d'être à fond et tout. Mais là, tu l'aurais vu devant les 2 personnes, elle avait donné la même énergie, elle leur a donné la même prestation. Ouais. Ah, le même spectacle. Et là, je te dis, la deuxième leçon que j'en ai tirée, c'est que je me suis dit, attends, quoi que ce soit, vraiment, quelle que soit la situation de la salle, quel que soit le taux de remplissage, tu dois jouer en donnant de l'énergie au maximum. Tu dois surtout pas faire sentir au public que t'es un peu en dessous, tu vois, que t'es un peu down. T'es obligé de donner le maximum et en même temps c'est génial parce que des fois les gens te rejoignent, tu vois, au cours de la soirée. Même si tu sens qu'ils sont un peu faibles ou quoi, peu expressifs, toi tu vas mettre l'énergie à fond et ils vont te rejoindre au bout d'un moment, tu vois. Mais il faut tenir le coup. Et du coup, t'as fait la première partie de Samia à ce moment-là devant les 2 personnes? Oui. Alors, moi c'était pas grave parce que je commençais. Oui, mais du coup t'as quand même dû jouer devant 2 personnes. En effet, c'est peut-être intimidant. Alors c'était intimidant, évidemment, c'était totalement intimidant. Mais honnêtement, vu qu'à ce moment-là je débutais, même jouer devant 300 c'était intimidant aussi. Oui, tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc 2 c'était encore plus compliqué, on va dire. Mais de toute façon, dans tous les cas, j'avais pas encore l'assurance, tu vois, qu'on doit avoir sur scène et tout, qu'on développe avec l'expérience. Je l'avais pas. Et ton spectacle en lui-même alors du coup en novembre 2012 là ça s'est passé comment la première de ça? Des hélicoptères autour du théâtre pour me mettre en lumière dès que je sors. Ah, normal. Normal. Alors une première, franchement c'était stressant, mais bien évidemment c'était du plaisir aussi, hein, parce que c'est toujours une belle aventure et tout comme ça. J'ai eu quelques trous de mémoire, je pense. Hein, je me souviens plus exactement, mais je pense que j'ai eu quelques trous de mémoire, mais c'est bien passé parce que le public te porte dans ces cas-là. Je crois que je devais avoir une petite dizaine de personnes ou un truc comme ça. C'était pas beaucoup, mais ça va. Et après, il y en a eu d'autres et tout. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quelques temps plus tard, je me suis retrouvé dans la même situation. C'est-à-dire que j'ai joué devant 2 personnes aussi. Et là, mon spectacle entier. Alors, faire une première partie de 10 minutes, c'est une chose. Oui. Faire 1 heure devant 2 personnes, c'est autre chose. Surtout qu'à l'époque, moi, c'était au moment où j'avais pas encore parlé à mes collègues de tout ça. Comme je débutais, j'ai pas encore crié sur les toits que je faisais de l'humour. Je me suis dit, je vais d'abord faire ma place et puis on verra après si, tu vois, je veux dire, si j'en parle aux collègues pour qu'ils viennent me voir ou quoi. Ouais, tu te sentais gêné de que eux viennent et te disent, oh, bah, en fait, c'est pas ouf, tout ça. Enfin, voilà, quoi. C'est exactement ça. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai dit, j'en parle pas. Sauf que un soir, j'arrive, le gérant du théâtre me dit, il y a 2 personnes, et je regarde, et c'est un collègue de travail avec sa femme. Et vraiment, je fige comme ça, et il est très gentil, hein, c'est un ami, j'en profite pour le saluer s'il nous écoute. Vraiment, c'est mon ami Jean-Claude et tout, il était très gentil, et il m'a dit, du coup, je voulais voir qui c'était, j'avais vu marquer un spectacle, d'un chauffeur la journée et humoriste la nuit, je voulais voir qui c'était, et il me dit, du coup, c'est toi.
Et je lui ai dit oui, c'est moi, s'il te plaît, n'en parle pas aux autres. Ce sera notre secret, Jean-Claude. C'est notre secret, Jean-Claude, exactement. Et après, je lui ai dit, écoute, je lui ai dit là, vous êtes que deux, je joue la semaine prochaine, est-ce que tu veux que je joue maintenant pour vous, ou est-ce que tu veux revenir la semaine prochaine en espérant qu'il y ait plus de monde? Et j'espérais qu'ils disent non, tu vois, j'espérais qu'ils disent non, je reviens la semaine prochaine ou quoi. Et après, il m'a dit, écoute, on est de sortie avec ma femme, on veut juste se faire plaisir, tu sais quoi, joue devant nous, c'est pas un problème. Et donc, j'ai dit aïe, mais là, j'étais au pied du mur, tu vois. Et j'y suis allé, j'ai joué, et finalement, ça s'est très bien passé, parce qu'ils étaient deux, mais ils étaient tout à fait bienveillants et réactifs et tout. Et en fait, je me disais quelque part, c'est une bonne nouvelle. Je me suis dit, je vais le transformer en force, parce que jouer devant deux personnes, c'est vraiment très dur, très très dur. Mais je me suis dit, si je survis à ça, j'aurais plus peur de jouer nulle part, tu vois. C'est ça, oui. Après, en fait, c'est ça. Une fois que t'as eu le trou de mémoire, bon bah tu l'as eu, tu sais comment ça se passe. Tu dis ok, c'est pas pire la fois d'après. Une fois que t'as joué devant deux personnes, c'est pareil. Tu dis ok, maintenant bah c'est bon, j'ai joué devant deux personnes, et ainsi de suite à chaque problème entre guillemets qui peut se poser. Et puis une fois que t'as vu ça, bah t'es un peu blindé quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, ils ont bien fait finalement de choisir le spectacle ce soir-là, parce que la semaine d'après aussi, j'avais 0 personne. Voilà. Là, il aurait très mal pris. Et ce qui est marrant d'ailleurs, juste après, ce qui m'est arrivé genre 15 jours plus tard, j'ai un monsieur qui m'appelle et qui me dit oui, on aimerait vous faire venir pour jouer votre spectacle et tout, on aime bien ce que vous faites, tout ça. Par contre, on vous prévient, il y aura que 30 personnes. Et je lui dis oui, bah ce sera toujours 15 fois plus que la dernière fois. Hein. Voilà. C'est bon, je me concentrerai de 30, vous en faites pas. Ouais, voilà, c'est ce qu'il faut se dire, hein, tu vois. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, j'ai plus peur de jouer devant la salle, quel que soit le nombre, tu vois, c'est pas un problème. Ça reste compliqué, mais je reculerai pas devant l'obstacle, quoi. Et justement, alors t'as des bides maintenant que t'es un peu plus installé, que tu joues dans des salles beaucoup plus remplies. T'as des histoires de bides qui t'ont mise mal à l'aise, quand bien même tu étais justement normalement un peu blindé, un peu équipé pour affronter. Ben en fait j'ai eu des bides et tout. Je pense qu'au début on s'en rend même pas compte que c'est des bides au final, parce qu'on se contente de peu. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, je fais un passage aussi mauvais qu'à l'époque. Je te dirais là, c'était un bide. Mais à l'époque, je disais, ouais, ça va, ça s'est pas trop mal passé. Voilà. Mais la première scène qui m'a marqué, je jouais dans un endroit qui s'appelait le Chat Gourmand, à Bordeaux. Tu vois, c'était un restaurant, et en dessous, il y avait une petite salle de spectacle. C'était génial. On jouait là-bas, et la patronne faisait des tartes maison magnifiques. Moi, je suis allé là-bas, limite pour les tartes maison. Et donc, quand j'ai joué là-bas, j'ai eu un soir un truc très spécial. La patronne m'a dit, j'ai un comité d'entreprise qui vient, et ils ont acheté un spectacle et je leur ai proposé le tien. Donc je l'ai remercié, super cool et tout, je joue à quelle heure? Elle m'a dit tu joues à 21h30. J'ai dit d'accord. Je me pointe, je suis prêt et tout, en tenue, à l'époque je jouais en costume. Et donc après j'attends. Ah mais là non, je referai pas la même erreur. Et donc là j'attends. Et je vois le temps passe, 21h30, 22h, 22h30. Et je crois que j'ai joué à 22h30 ou à 23h. Je pense que c'est plus 23h. Et ils descendent dans la cave, donc c'était dans la cave, la salle, ils descendent dans la cave, ils s'installent, c'était une petite salle, hein, il y avait 40 sièges, ils s'installent et tout, je joue mon spectacle et je vois que ça pique du nez, mais vraiment, et j'ai du mal, j'ai pas assez d'expérience, et pour la première fois de ma vie, je vois quelqu'un se lever et sortir. Et je comprends pas pourquoi, parce que mon humour à moi, il est très familial, c'est de l'humour tout public en fait. Je joue, alors c'est pas de l'humour pour enfants, mais c'est de l'humour tout public. C'est-à-dire autant un enfant qu'un adulte, qu'une personne âgée peut se retrouver dans des situations, machin. J'essaye de parler à tout le monde, évidemment c'est utopique, hein, mais j'essaye de parler au maximum de personnes, on va plutôt dire ça comme ça. Et là je la vois se lever et partir. Et je me suis dit, mais je l'ai offusqué, qu'est-ce que j'ai fait? Et je comprends pas. Et après il y a quelqu'un qui me regarde avec les yeux semi-ouverts et qui me dit, écoute, Sofiane, c'est pas contre toi, vraiment, ton spectacle, il n'y a pas de problème. Ils me disent, mais en fait, on a pris le train ce matin de Paris à 5h du matin, on a travaillé toute la journée, et là, il est 23, donc là, il devait être minuit et demi, minuit, on va dire minuit. Là, il est minuit, depuis 4h du matin, on est debout, ou un peu avant même, et en plus, moi, je les ai vus là-haut, il y avait de l'alcool dans le repas. Tu vois, donc ils étaient en pleine digestion et en pré-gueule de bois, tu vois, donc c'était très dur. Et ils m'ont dit c'est pour ça, on est crevé, on va aller dormir et tout. J'ai dit ok. Et heureusement ils m'ont pas dit on se barre. Hein. Non, j'ai fini le spectacle. Il restait, je pense qu'il devait rester 10 minutes, un truc comme ça. J'ai terminé le spectacle, je les ai remerciés et ça m'a fait mal parce que vraiment je voyais que ça n'accrochait pas et tout. Mais après la personne m'a dit ça et ça m'a permis de vraiment de me rassurer, de dire ah c'est bon, c'est pas le spectacle, ça va.
Après, je dis pas que le spectacle était excellent. Hein, Oui, non, mais sur cas, l'instant précis, en voilà. tout cas, c'était une manière de te rassurer, ouais. Oui, mais ça m'a rassuré. Hein. Donc ça, c'est le premier bid vraiment qui m'a marqué. Après, il y en a un autre qui m'a vraiment marqué aussi. C'est quand j'ai joué en dehors du Festival d'Avignon, en fait. J'ai jamais fait le Festival d'Avignon. Et un jour, un ami me propose, il me dit, écoute, j'ai une date dans un théâtre à Avignon en novembre. Est-ce que tu peux me remplacer ou pas? J'ai dit, ouais, si tu veux, il n'y a pas de souci. J'ai jamais joué là-bas, ce sera l'occasion. Et je me pointe et je commence à tracter dans la rue, tu vois. J'ai préparé les flyers, nickel. Je dis à tout le monde, venez ce soir, spectacle. Je leur fais des blagues et tout. Vraiment, il y a une très bonne ambiance. Tu sais, les gens, ils rigolent et ils me disent même, ah, mais c'est génial, un spectacle en dehors du Festival d'Avignon. Ah, bah, ça fait plaisir, le reste de l'année, on n'a rien. Allez, on va venir. Et j'ai parlé comme ça à bien une trentaine ou une quarantaine de personnes, tu vois. Donc, je me disais, ça va cartonner ce soir. Finalement, la salle, elle faisait 50 personnes. Finalement, j'ai 11 spectateurs. Et dans les 11 spectateurs, j'ai demandé au patron, je lui ai dit, excuse-moi, mais il y en a combien qui sont venus avec les tracts de cet après-midi? Il m'a dit, aucun. Il m'a dit, ils étaient tous prévus avant. Ah. Donc voilà. Donc ma séance de tractage n'a pas porté ses fruits. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, le problème de la salle, c'est quoi? Et c'est une leçon que j'ai prise ce jour-là. C'est, il faut surtout pas oublier de réunir les gens. Parce que si tu dis rien, l'être humain, et moi le premier, on a tendance en fait à se mettre à l'opposé des gens. Tu sais, ne pas se mettre avec les gens genre côte à côte. Ouais. Tu restes avec les gens avec qui t'es venu, quoi. Tu veux pas te mélanger avec les autres. Tu fais des petits îlots, tu fais des petits... Ouais. Voilà, mais c'est ça. Et moi, donc, j'avais 11 personnes. J'avais un monsieur et 5 couples. Et donc, le monsieur, donc, vraiment, je te donne la disposition de la salle. Hein. Il y avait les sièges devant, il y avait les rangées devant moi et les rangées sur la gauche. Devant moi, première rangée, vide, 0. Deuxième rangée, le mec seul. Troisième rangée, un couple. Quatrième rangée, un couple et un couple de l'autre côté. Cinquième rangée, un couple. Et après, de l'autre côté, je crois qu'il y avait un seul couple. Tu sais, enfin, il y avait genre vraiment, voilà. Et je crois qu'il manque un couple. Ils étaient encore tout derrière. Ils étaient sur le dernier, sur le dernier rang, quoi. Donc vraiment, tout le monde était, tu sais, c'était trop séparé et tout. Donc l'ambiance, elle était très compliquée. J'avais plus d'expérience, hein, mais le problème, c'est que j'avais aussi plus de spectacles. Parce que un beat d'une heure, ça fait mal, mais un beat d'une heure 30, c'est pire. Tu vois, j'avais trop de matériel à ce moment-là, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai raccourci après. Mais à ce moment-là, j'avais 1h30, et c'était 1h30 de bid, mais un bid un peu spécial. C'est-à-dire que je les voyais rigoler. Tu sais, tu les vois dans le noir, tu les vois vibrer un peu, mais ils rigolent entre eux, en fait. Oui. Ils sont blottis dans les bras l'un de l'autre et ils écoutent le spectacle, mais ils l'écoutent comme en mode DVD. Tu sais, les humoristes souvent ils disent pouvez me parler, je suis pas un DVD. Oui. Et ben là, je me suis rendu compte que ce soir-là, vraiment les gens me regardaient en mode DVD. Je leur en veux pas, mais ils étaient devant la télé en fait. Et c'est dommage. Donc le spectacle se passe et vraiment les blagues, pourtant je les connais. Ah, alors pour te dire, je savais que ça allait être compliqué parce que quand j'étais caché dans la loge, j'étais derrière un paravent. Et il y avait le régisseur, très sympa, qui m'a dit, t'inquiète pas, je vais les chauffer, je vais préparer un petit peu. Et il avait une petite chauffe habituelle, c'est-à-dire qu'il arrivait avec un balai, et il commençait à balayer la scène en disant, par exemple, si c'est Geoffrey Deloux qui joue son spectacle, il va dire, désolé, je nettoie parce que Geoffrey, il aime bien quand c'est propre. Ouais. Et après, les gens rigolent, tout ça, et il fait des petites interactions et tout. Alors, je ne saurais pas te dire de quoi étaient faites les interactions parce qu'il s'est arrêté à la première phrase. C'est-à-dire, tu vois, quand il a balancé, ouais, je nettoie parce que Sofiane, il aime bien quand c'est propre. Là, il y a eu un silence dans la salle, et je me moque pas de lui, hein. C'est les gens qui étaient vraiment, ils étaient pas là pour donner de l'énergie, hein. C'est ça, rien du tout, hein. Quand il a senti ça, il a regardé, il a fait bon, faites du bruit pour Sofiane maintenant. Je refile la patate chaude, démerde-toi avec ça, Sofiane. Mais franchement, il me l'a dit à la fin, il m'a dit pardon, je sais que je te les ai refilés direct et tout. Je dis non, t'inquiète pas. De toute façon, ça aurait rien changé, malheureusement, ils n'étaient pas là pour donner de l'énergie. Et le pire, moi qui me fait beaucoup rire dans cette anecdote, c'est que quand j'ai joué là-bas après, donc, tu sais, à la fin du spectacle, t'as déjà dû entendre ça, chacun a sa petite technique pour inciter les gens à laisser une critique sur Billet Réduc. Oui. Tu vois, chacun y va de sa petite phrase. Genre oui, si vous avez aimé, mettez-moi une critique. Si vous avez pas aimé, ne le dites à personne ou je sais pas quoi. Enfin voilà. Ouais. Moi, ma petite phrase à moi, parce que chacun invente la sienne évidemment. Moi, ma petite phrase à moi, c'est que je disais si vous avez aimé, laissez-moi une critique sur Billet Réduc. Si vous n'avez pas aimé, laissez-moi un post-it, j'irai le lire tout à l'heure. Je disais ça, tu vois. Tu sais, c'était mignon, c'était histoire de dire s'il vous plaît, soyez pas méchants, tu vois. Ouais. Et sauf que là, cette fois-ci, donc les gens, le spectacle se termine et tout, les gens sortent, merci, au revoir, merci, au revoir. Et là, à ce moment-là, il y a un mec qui passe à côté de moi et qui me regarde et qui me fait « Ils sont où les post-it » Ah merde.
Ça fait mal, hein. Ah, ouais. Donc ça, je pense, tu vois, quand les gens me demandent quel est ton pire bide, je pense que ça, c'est mon pire bide. Et le pire, c'est que le plus frustrant là-dedans, c'est que en vrai, pour moi, un vrai bide, alors j'en ai pris des vrais bides, hein, je suis pas en train de dire que j'en ai jamais pris, évidemment, mais c'est en fait, cette soirée-là, c'était un bide parce que les gens ne voulaient pas partager leur énergie. Mais je les voyais rire. C'est ça le pire, je les voyais rire, Oui, je les voyais rigoler. t'es doublement frustré du fait, ouais. C'est ça, voilà. Pour moi, un vrai bide, un pur bide, c'est vraiment quand t'es dans la salle, tout le monde te regarde, tout le monde t'offre son attention, ils sont bien assis, ils sont bien ensemble et tout, il y a une énergie, bonne énergie dans la salle. Toi, t'arrives, tu balances des blagues et il y a zéro réaction. Ça, c'est un bide pour moi, tu vois. J'en ai déjà pris, hein, je te rassure, hein, je suis pas mieux que les autres, hein. Mais voilà, là, c'était même pas un bide, mais ça avait l'air d'un bide, en fait. Il y avait autant de son que dans un bide. Mais voilà, c'était très compliqué. En tout cas, quand le mec m'a fait le coup des post-it, ça m'a poignardé et je me suis dit, ah, punaise, ça fait mal. Mais voilà. Et donc depuis, t'as changé de phrase. Pour moi, c'est ma pire scène. Pardon? Depuis, tu as changé de phrase. Non, même pas. Non, franchement, j'aurais pu. Non, depuis, t'amènes des post-it, alors. Bah, exactement, voilà. D'ailleurs, j'ai beaucoup plus de post-it que de critiques, mais non, franchement, ça va. C'est un truc, bon ben voilà, ça reste une anecdote et tout, mais c'est vrai que sur le moment, ça m'avait fait mal. Et je me rappelle que le patron du lieu est venu me voir et il m'a dit ça comme ça, il m'a dit, t'as du courage, hein. Il m'a dit vraiment, t'as du courage. Et j'ai fait, ah ben écoute, c'est surtout que j'ai pas eu le choix, quoi. Et je lui ai dit, à partir de maintenant, je ferai un truc, et c'est là que j'ai pris ma leçon, tu vois. Je me suis dit, à partir de maintenant, je demanderai toujours aux gens de réunir les gens dans la salle, tu vois, vraiment qu'ils soient compacts. Avant de démarrer, depuis, si c'est dispatché comme ça, hop, on remet tout le monde voilà. Ouais. Voilà, et franchement, ça marche. D'ailleurs, j'ai une autre anecdote si ça peut t'intéresser par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai été jouer mon spectacle, bon, je vais pas donner la ville, j'ai joué dans une ville où la mairie m'avait acheté le spectacle 2 soirs de suite. Ils m'ont dit, on va vous faire venir mardi et mercredi. Je dis d'accord, pas de problème. Et j'avais un professionnel dans le coin qui voulait voir le spectacle. Enfin, c'est moi qui lui ai proposé de me programmer. Il m'a dit, quand vous viendrez, vous me proposerez et puis je verrai si je peux venir vous voir sur scène. Et là, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez, je joue mardi et mercredi. Il m'a dit, ok, je viendrai mercredi. Je dis, oh, comme vous voulez, si vous voulez, vous pouvez venir mardi. Il m'a dit, non, je viens mercredi. Donc, très bien, nickel. Et voilà. Ce qui se passe, le mardi, j'y vais. C'est une salle, en fait, c'est une espèce d'amphithéâtre avec des places fixes. Mmh. Ça fait que tu peux pas décider du nombre de chaises et tout. Et là, on avait à peu près une 30aine de personnes, ce qui n'est pas mal, ce qui n'est pas un problème, en fait. Sauf que il s'est passé ce que je t'ai dit là. C'est-à-dire que les gens se sont dispatchés dans la salle, les gens se sont vraiment trop séparés, partout. Il y avait une personne là, 2 personnes là, ouais. Une personne de l'autre côté. C'était très compliqué. Et donc, pareil, la même chose qu'à Avignon, je ressentais la même souffrance. C'est que là, vraiment, voilà, c'était très très dur. Les gens rigolaient, mais dans leur coin. Il n'y avait pas d'énergie commune, tu vois. Et là, le pire, c'est que dans la salle, j'avais un ami d'enfance. Ah ouais. Et j'espère du coup que c'est toujours un ami. Il m'a vu plonger. Je lui ai présenté des excuses et tu m'as dit non, c'était cool, c'était bien. Après, j'espère vraiment un jour. Ah bah tiens, tu vois, j'espère toujours quand je me suis planté devant quelqu'un, le faire revenir quand ce sera mieux. Et justement, les 2 personnes qui étaient venues me voir en spectacle, j'ai eu la chance de pouvoir les inviter. Quand j'ai fait le DVD de mon spectacle en octobre 2016, j'ai pu les inviter et du coup, ils sont passés de mon spectacle devant eux 2 à mon spectacle devant 170 personnes. Oui, et là ça change. Fier. Ah, Dieu merci. C'était pas pour leur dire regardez ce que je suis devenu, pas du tout. C'était pour leur dire désolé, je vous ai offert un spectacle d'une qualité médiocre. Là, vous allez le voir évoluer avec le temps. Vous allez voir comment il a évolué et vous allez le voir surtout dans une salle avec de l'énergie, quoi. Et ils ont adoré et ça m'a vraiment fait plaisir. Donc là, en l'occurrence, mon pote d'enfance, j'espère que j'aurai l'occasion de retourner jouer là-bas et voilà. Donc ça, c'était le premier soir. Là, je suis sorti vraiment avec la boule au ventre comme à Avignon, quoi, pareil. Là, j'ai demandé au responsable, je lui ai dit, excuse-moi, demain on joue où? Il m'a dit, demain c'est pas pareil. Demain on joue dans une salle dans laquelle on va placer les chaises nous-mêmes. Et je lui ai dit, hop, on va pas faire la même erreur. Je lui ai dit, dis-moi combien il y a de personnes. Et il m'a dit, il y en a à peu près 40. J'ai dit, ok, ce qu'on va faire, on va mettre 50 chaises. 50, pas plus. Comme ça, on se laisse une petite marge. Et les gens, même s'ils veulent se dispatcher, ils auront pas l'espace pour, ouais, voilà, c'est ça. Voilà. C'est, au pire, s'il y a une place entre 2 personnes, ça va. Mais quand t'as une personne à gauche et une personne complètement à droite, tu vas avoir zéro énergie, c'est mort. Donc là, on a réussi à faire ça. Finalement, on a eu genre, je sais plus, 45 personnes ou quoi. Ce qui fait qu'il y avait vraiment peut-être 5 sièges vides, donc ça va. Et le professionnel est venu ce soir-là. Je remercierai jamais assez Dieu qu'il ait choisi le mercredi au lieu du mardi. Oui, du coup. À la fin, il est venu me voir et il m'a dit merci. Et il m'a sorti cette phrase, il m'a dit merci d'avoir partagé ça avec nous.
Et moi, j'aurais dû lui dire merci de pas être venu hier, tu vois. Oui, mais il savait pas, valait mieux pas, voilà. Ah, mais je remercie Dieu vraiment. Mais s'il était venu la veille, oh mon Dieu, ça aurait été dur. Parce que moi, c'est ça mon but, tu vois. Alors, ça, voilà, souvent les gens me demandent c'est quoi ton but dans l'humour? Est-ce que c'est de faire des zéniths? Est-ce que machin? Moi, mon but, c'est de jouer dans des salles remplies à 100%. Pas de taille de salle, juste remplie à 100%. Que ce soit une salle de 14,5 personnes ou une salle de 2 millions de personnes, je veux qu'il y ait le 100%, tu vois. Ouais. J'ai joué très peu. J'ai eu vraiment, je vais pas te mentir, hein, je vais pas jouer le gars qui cartonne et tout. J'ai joué très peu devant des salles 100% complètes. Des fois c'était moitié, des fois c'était trois quarts, des fois c'était un quart, tu vois, voilà. Et des fois il y a 2 personnes dans la salle, mais ça fait plaisir. Donc voilà, je veux dire, moi mon but c'est vraiment de jouer, même si je dois jouer, tu vois, genre dans une salle de 50 personnes, ce qui n'est pas beaucoup en soi, mais si je dois jouer dans une salle de 50 et qu'il y a 50, je suis le plus heureux du monde, vraiment. Moi mon but, tu vois, j'en parle souvent avec les amis et tout, je leur dis que si on devait me dire, tu signes ce papier-là, tu signes ce contrat, tu ne seras jamais connu, vraiment jamais. Mais là où tu joueras, ce sera rempli et tu pourras pas faire des salles de plus de, je sais pas, 200 places. Je signe tout de suite. Je signe tout de suite. Mon but, c'est pas la notoriété. J'ai envie de gagner en visibilité pour que les gens viennent voir le spectacle. Mais être une superstar de l'humour, tu sais, à pas pouvoir sortir sans mettre une casquette ou des lunettes noires, c'est pas du tout mon kiff, hein, pas du tout ça. Franchement, non. Moi, j'ai vraiment envie de jouer dans des salles, même je te dis même des petites salles. Je prends un pied pas possible, tu vois, avec ça. Le Chat Gourmand dont je t'ai parlé tout à l'heure, 35 ou 40 places, j'avais réussi à faire un complet là-bas. Et c'était une des plus belles soirées de ma vie parce que les gens étaient là dans l'énergie et tout. Et tu sais, l'énergie du spectacle vivant, c'est magique, quoi. C'est les gens s'entraînent et tout, c'est super. Enfin voilà, donc voilà, moi c'est ça mon but, quoi. C'est assez marrant de t'entendre dire ça parce que c'est vrai que c'est souvent on imagine vouloir plus toujours plus et en fait dans le podcast on parle des échecs, on parle du fait qu'il faut finalement sans cesse quoi qu'on veuille, hein, là on parle beaucoup d'humour mais le quoi qu'on veuille c'est ça, c'est d'essayer encore et encore et l'un des trucs c'est peut-être en effet de baisser et pas de manière négative mais de baisser l'ambition limite ou de baisser l'exigence, pas l'exigence mais l'ambition alors pour finalement être content, enfin tu vois, pour se satisfaire avant d'en demander trop, quoi. Bien sûr. Après le reste, moi je pense que c'est que du bonus. C'est-à-dire si j'arrive à jouer mon spectacle dans des salles pleines, tu vois, si je fais une 100 places et que je suis plein 4 fois par semaine, ah ben c'est bon, hein, ne changez rien, moi c'est parfait, tu vois. Mais si par un effet de, je sais pas, médiatisation ou j'en sais rien, je me retrouve à jouer dans des zéniths, bah évidemment, je serais content. Bien mais sûr, oui. Je veux dire, c'est pas un but. C'est pas le but en soi. Si ça arrive, voilà, si ça arrive, mais tant mieux, évidemment. Qui ne rêverait pas de jouer devant un zénith? Tu vois, et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le faire en première partie de Jean-Marie Bigard au Zénith de Pau. C'est vraiment un autre monde, le Zénith, hein. Tu vois, t'as des vagues de rire qui t'arrivent dessus et tout. C'est vraiment génial. Les effets sont multipliés par 1000, quoi. Et donc quand tu vois ça, tu te dis un jour j'aimerais jouer mon spectacle là et tout, mais c'est pas mon but de faire que ça. Et je pense que même si je faisais que ça un jour, ça manquerait le vrai contact avec les gens, tu sais, dans les salles intimistes. Dans les salles plus serrées, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, oui, parce que les gens, le vrai spectacle vivant se fait là. C'est pour ça que la plupart des grands artistes qui jouent dans des zéniths habituellement, ils vont faire leur rodage, ils font des tournées de rodage dans des salles beaucoup plus petites. Ah bah oui. Voilà. Et donc moi j'ai commencé, de toute façon, si vraiment je voulais devenir star de l'humour et tout machin, je pense que ça aurait été plus un rêve que j'avais quand j'étais petit et que j'aurais commencé peut-être à, je sais pas, à 16 ans ou à 17 ans, tu vois. Ouais, le fait d'avoir commencé plus tard, tu crois que c'est ça qui a modifié ton regard là-dessus? Alors, parce qu'à l'époque où j'ai commencé, j'avais déjà 2 enfants, tu vois, donc peut-être que c'est le regard d'un papa qui se dit, moi mon but c'est juste de prendre du plaisir et de pouvoir nourrir ma famille grâce à ma passion. Tu vois, c'est plutôt ça. Peut-être que si j'étais célibataire sans enfant, je dirais non, moi je veux tout 100% de ton énergie là-dedans peut-être, et dans ce cas-là. Voilà, c'est ça. Mais tu sais, d'ailleurs, c'est important ça, parce que j'ai eu des regrets des fois. Je me disais, tu sais, surtout quand tu vois des petits jeunes qui arrivent à 17, 18 ans et ils bossent, et tu sais, tu leur donnes des conseils, tu essaies de les aider et tout. Et quand ils viennent t'écrire, tu sais, sur les réseaux sociaux, évidemment, tu vas pas y aller par toi-même. Mais quand c'est eux qui viennent te voir, ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin de conseils pour ça. Moi, je donne des conseils avec grand plaisir. Je leur dis, je suis personne, mais avec grand plaisir. Comme je veux qu'on me tende la main, je tends la main aux autres à ma petite échelle, il y a pas de problème. Et je me dis tout le temps, punaise, mais t'imagines si j'avais commencé à leur âge, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais un meilleur niveau encore. Mais alors, le truc, c'est que, tu sais, c'est des regrets qui durent 30 secondes chez moi. C'est que je me dis, non, t'es bête. Parce que peut-être qu'à l'époque, t'avais pas autant de choses à raconter qu'aujourd'hui.
peut-être que t'aurais été très mauvais et que t'aurais arrêté. Et puis en plus, voilà, je veux dire, je parle beaucoup de ma famille et de ma vie tu vois, je veux dire, de chauffeur de bus, tout ça. À l'époque, j'avais rien de tout ça. Bah oui. Tu vois. Donc, je pense que peut-être j'aurais essayé l'humour, ça aurait été juste une lubie. Alors qu'aujourd'hui, je rêve d'en faire mon métier. Et ouais, justement, c'est ce que j'allais te demander quand tu disais tout à l'heure remplir des petites salles. Pour autant, ça reste un métier. Tu lâcherais le bus pour faire que ça? Bah, si je pouvais, je le ferais. Mais étant donné, bah, tu vois, c'est encore le papa qui parle. Je me dis, il faut absolument que je garde une stabilité financière. Et Dieu merci, j'arrive à mixer un peu le tout. J'arrive. Si un jour, il faut que je fasse un choix, ça va être un choix très difficile, mais voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, tant que j'arrive à faire les deux, je le fais. C'est pas un problème. Je suis très fatigué, c'est-à-dire au niveau du sommeil, je suis à découvert depuis très longtemps. Ah oui, ça mon Dieu, oui. Ah oui. Voilà. Mais j'assume. Parce que moi, mon but, c'est de kiffer sur scène. Et clairement, jouer sur scène, c'est un plaisir incommensurable. Mais surtout, jouer avec la tranquillité d'esprit de me dire, mes enfants sont nourris et ils sont logés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je veux pas me dire, mon Dieu, de ce que je vais faire ce soir dépend l'assiette, le contenu de l'assiette de mes enfants, tu vois. Non. Donc, pour l'instant, tant que j'ai pas quelque chose de vraiment solide, et quand je parle de solide, vraiment, je parle d'un truc, un plan de carrière, tu vois, genre vraiment, je sais pas moi, ça y est, genre qu'on me dise, bah à partir de maintenant, ça y est, on te fait un contrat de je sais pas moi, de 10 ans et tu vas jouer partout avec nous et on va te faire monter, machin, tu sais, une vraie prod en fait, quoi, tu vois, parce que j'ai jamais bossé avec une prod, j'ai bossé avec des agents, je t'en parlerai un petit peu, voilà, j'ai bossé avec des agents qui sont, voilà, enfin, qui se sont avérés, disons, peu efficaces. Enfin bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que si je devais vraiment avoir un plan sûr et qui m'assurerait la tranquillité pour plusieurs années, là, je pense que je réfléchirais à arrêter le bus, tu vois. Mais pour l'instant, non. Tant que j'arrive à mixer le tout, je garde le tout. Bon, est-ce que demain, si on te dit, allez, t'as 10 ans dans les Zéniths et tout, est-ce que c'est toi qui conduis le bus pour y aller? Franchement, ouais. Ma parole, ouais, sans problème. Le bus tourné, là. Ah ben, je préfère des économies à la prod, hein. Ah bah Donc, c'est clair. si jamais il y a une prod qui nous écoute et qui trouve que les chauffeurs de bus coûtent trop cher, vous inquiétez pas, je ferai mon propre transport, voilà, sans problème. C'est ça. Bah, t'as pas pensé au bus Comedy Club? Faire un Comedy Club dans un bus? Mais tu sais que j'y ai pensé, tout le monde y a pensé, tu sais. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont fait des trucs dans le métro et tout, et le problème c'est que c'est un truc qui s'y prête pas, enfin, c'est-à-dire tu peux le monter. C'est-à-dire, tu peux monter en accord, par exemple, avec ton entreprise. Tu peux essayer de demander, est-ce que je peux avoir un bus une fois par semaine pour faire une soirée humour? C'est une chose. Mais monter dans un bus où les gens vont vers complètement autre chose et leur imposer un spectacle, c'est voué à l'échec, à mon avis. C'est voué à l'échec. Ben, ça tombe bien, on pourrait en parler. C'est ça. Mais pour revenir aux échecs, hein, tu vois, je te parlais des agents. J'ai commencé avec une agente, je pense qu'on peut dire ça comme ça, une agente, voilà, qui m'a fait miroiter. Alors elle m'a pas dit je vais t'emmener au Zénith, hein, je te rassure, je suis pas je suis pas naïf à ce point, mais en gros elle m'a dit oui, je vais t'accompagner, je vais te négocier des salles, je vais te négocier des scènes, des premières parties, machin. Donc bon, ça m'a pas coûté cher, ça m'a coûté 50 €, tu vois. Elle m'a dit en gros, donne-moi 50 € pour l'inscription et puis voilà. Et après à chaque fois je demandais bon alors il y a du nouveau et tout, et rien du tout. Par contre, elle avait d'autres artistes et eux, ils avaient des trucs, tu vois. Il y avait notamment les chanteurs. Elle me dit ouais, mais toi et le magicien, parce qu'apparemment elle avait. Mais si tu veux, c'est ça qui m'étonnait, parce qu'elle avait un humoriste et un magicien. Donc logiquement, c'est facile, tu vois ce que je veux dire. Les chanteurs, elle en avait plein. Mais donc elle dit ah mais le magicien et toi, j'arrive pas à vous vendre, machin. J'ai dit bon bah. Ah, c'est parce que tu chantes pas assez dans ton spectacle. Ouais, mais c'est ma faute. C'est ma faute. Ah, il va falloir que je bosse la voix et tout. Ouais, non, je vais essayer, tu vois. Pourquoi pas faire un sketch sur le bus en chantant, ça peut être pas mal. Ben voilà. Validé, s'il vous plaît. Ça peut être pas mal. Sur l'air de libérer, délivrer, ça ferait plaisir aux parents qui avaient enfin réussi à se débarrasser de cette chanson. C'est ça. Jusqu'au prochain dessin animé. Ah, le cauchemar des parents, les pauvres. Enfin bref. Donc en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, je lui dis juste, est-ce qu'il y a du nouveau? Tu sais, je lui dis pas quand est-ce que je fais l'Olympia. Ça, c'est genre, est-ce que t'as des scènes pour moi? Ouais. Envoie-moi n'importe où. Trouve-moi quelque chose. Et elle m'a jamais rien trouvé. Un jour, elle me dit, j'avais failli te trouver une première partie. Et elle m'a dit, ouais, alors la réponse du gars, j'ai vraiment pas aimé. Elle a pas voulu me dire qui c'était. Mais elle m'a dit que le mec, donc tu vas voir la mentalité de certains dans l'humour. D'ailleurs, s'il nous écoute, je ne le salue pas. Enfin bref, je sais même pas qui c'est. Hein. J'ai voulu savoir. Elle m'a pas dit qui c'était. Et aujourd'hui, je préfère pas savoir qui c'est. Mais elle m'a dit en gros qu'il y avait un humoriste à qui elle avait demandé s'il te plaît, j'ai un petit jeune et tout. Enfin un jeune humoriste, hein. Pas jeune dans l'âge. J'ai 38 ans quand même. À ce moment-là, je devais en avoir peut-être, je sais pas, je devais en avoir 30 ou 31. Et
Elle lui dit ouais, j'ai un humoriste et tout, il est débutant, enfin il commence à bosser son spectacle, tout ça. Vraiment, est-ce que tu peux me le prendre en première partie? Et le mec lui a répondu non, je le prendrai pas. J'ai galéré, il faut qu'il galère aussi. T'as vu la mentalité? C'est quand même grave, hein. Tu vois? Moi j'aime bien les gens qui se souviennent d'où ils viennent. C'est quoi? J'ai eu un truc. Je suis désolé, hein, je pars en digression. Hein, je suis vraiment désolé. Mais j'ai eu un truc en fait. Des gens qui n'ont pas oublié d'où ils viennent. Moi, j'ai eu un exemple avec Rachid Badouri. Je l'ai rencontré à Paris. Je venais de faire une scène ouverte là-bas et on est parti manger dans un petit resto à côté. Et dans le resto, il y avait plein d'humoristes et tout. Il y avait Florent Père. Il y avait Ariane Brodier, Arthur, Claudia Tagbo, Fabrice Eboué. Et donc Rachid Badouri. Mais c'est un tournage de Vendredi tout est permis que tu nous racontes là. Alors je sais, non. Eh ben c'est quoi, oui, j'aurais pu penser à ça. Eh ben pas du tout. En fait, j'ai eu le fin mot. Ils étaient venus pour la dernière de Claudia Tagbo aux Folies Bergères. Ah oui, ok. Voilà. Et on était juste en face des Folies Bergères. On était au Café Folies, pour ceux qui connaissent. Et donc on sort avec un ami, on sort devant la porte et tout, et on voit Rachid Badouri qui rentre pour les rejoindre. Et je l'arrête, je dis Rachid, tu sais, c'est un Québécois, on se dit waouh, il est ici et tout, c'est incroyable. Surtout que c'est une star internationale, tu vois. Et je suis fan de ce qu'il fait. Et je lui dis Rachid, excuse-moi et tout. Je lui dis excuse-moi de te déranger. Et déjà, il avait même pas l'air comment dire saoulé ou quoi. Il m'a dit oui. Je dis excuse-moi, tu sais, je perdais mes mots, tu vois. Écoute, je kiffe vraiment ce que tu fais et tout. C'est un honneur de te rencontrer. Je dis en plus c'est marrant parce que j'ai vu que dans 3-4 mois t'allais passer à Bordeaux et je cherchais justement à contacter genre à savoir comment faire pour postuler pour ta première partie. Est-ce que tu penses que c'est possible de postuler pour ta première partie? Et il m'a dit écoute, moi je peux pas te dire parce que j'ai pas vu ce que tu faisais et tout, mais il m'a dit écris à cette personne-là. Tu sais, il m'a pas dit contacte mon agent. Tu sais, genre la phrase pour se débarrasser, tu vois. Non, il m'a dit contacte cette personne-là. Il a cherché dans son portable pendant vraiment 1 minute 30 ou 2 minutes, et après il m'a dit cette personne-là, il faut la contacter. Donc après je l'ai contacté, la personne, elle m'a jamais répondu, mais lui, je garde le souvenir que lui m'a donné ça déjà. Donc ça m'a fait plaisir. Donc après on a tapé une photo tous les deux et tout, il était adorable, souriant et tout. Ensuite il s'en va, et là ça m'a marqué aussi. Il s'en va, il fait 3-4 pas, et il revient, il me dit tu sais quoi, il y a 10 ans c'est moi qui étais à ta place. Il m'a dit, je me rappelle à l'époque, j'allais sur le côté des scènes, genre vers l'entrée des artistes, j'attendais Franck Dubosc, Gad Elmaleh, tout ça. Et il me dit, aujourd'hui, c'est toi qui demandes et tout, mais il y a 10 ans, c'est moi qui étais à ta place. Ben oui, et il m'a dit cette phrase, il m'a dit, accroche-toi. Ouais. Ben oui, mais Rachid, donc, il est effectivement adorable. Moi, j'ai fait ma demande en mariage sur scène avec Rachid Badouri. C'est pas vrai. Oh, génial. On s'était calé à un spectacle avec lui sur Paris justement, et donc j'avais réussi à le contacter, mais par le plus grand des hasards. Je m'attendais absolument pas à une réponse, mais par la magie de Facebook. Et il a répondu tout simplement, et on s'était calé pour le spectacle. Et effectivement, j'ai fait ça. Donc oui, c'est un mec très abordable, gentil, cool, humble, humain. Enfin, on peut mettre ce qu'on veut, mais oui, c'était effectivement quelqu'un de très simple. Voilà, et ben tu vois, lui, il a pas oublié d'où il venait. Et là, l'autre en question, quand on lui a demandé si je pouvais faire sa première partie, il s'est dit non, moi j'ai galéré, tu vois, et au lieu de se dire, bah comme j'ai galéré, je vais faciliter au suivant, et ben non, il se dit moi j'ai galéré, lui aussi il doit galérer. Donc je ne sais toujours pas qui c'est, et clairement, je n'ai pas envie de le savoir. Voilà. Donc voilà. Donc après, ce qui s'est passé, l'agente en question. Alors désolé si le mot ne se dit pas, hein. On va garder ce mot-là pour l'instant. Pour l'instant, on est parti avec, voilà. On va le garder, hein. On va faire comme ça. On est parti avec, sinon on peut dire manager au pire, c'est pas grave. Et donc, à un moment, elle était partie, donc elle avait accouché et tout. Et après, j'attendais qu'elle reprenne, donc je prenais des nouvelles de temps en temps. Elle m'a donné le numéro de quelqu'un. Oui, c'est elle qui me remplace et tout. La personne, elle était pas plus efficace que l'original, donc c'est pas grave. Et après, quand elle est revenue enfin, je vois qu'il y a pas de nouvelles. Et je lui dis bon bah du coup, qu'est-ce qui se passe? Et je vois que dans tous ces artistes, elle a gardé que ceux qu'elle arrivait à faire jouer, quoi. Le magicien et moi, elle s'en était débarrassée, tu vois. Ouais. Et j'ai fait ah d'accord. Donc déjà ça m'a fait mal ça. Donc tu vois, j'en ai eu des trucs avec les agents. Et justement, moi je travaille beaucoup seul en fait parce que je me rends compte que pour l'instant, tant que j'ai pas une vraie prod sérieuse et qui veut vraiment travailler, parce que moi la motivation je l'ai, j'ai envie j'ai envie en fait de faire grandir ma visibilité, pas ma notoriété, la visibilité juste pour remplir les salles que je te disais tout à l'heure, tu vois, voilà, remplir, c'est juste ça mon but, remplir, jouer dans une salle complète, il n'y a pas plus beau, tu vois, vraiment. Et donc je continue à travailler seul et tout, et je monte des projets de mon côté. Et un jour j'ai eu une idée en fait, j'ai voulu vraiment monter une tournée, mais une vraie tournée, tu vois. J'ai eu l'idée en 2018. Je voulais monter une vraie tournée parce que, tu sais, je me suis dit,
à chaque fois, il y a une phrase qui revient souvent dans les tournées des artistes, c'est en tournée dans toute la France. Mais quand tu regardes les dates, ils font pas toute la France, tu vois. Enfin, voilà, ces gens, ils vont faire, je sais pas moi, ils vont faire 10 villes, bon, bien parsemées quand même, hein, mais 10 villes, et après ils vont dire en tournée dans toute la France. Mais j'ai envie de dire quand même, voilà. Après, c'est des artistes reconnus et bien établis, ce qui fait que les gens n'hésitent pas à faire 200, 300 kilomètres pour aller les voir. Ça, y a pas de problème, tu vois. Moi, je me suis dit, vu que je suis pas du tout connu, c'est à moi d'aller vers les gens, en fait. Et j'ai voulu lancer ma tournée avec un principe, c'est que je voulais faire une date par département. Je me suis dit, je vais vraiment faire une date par département. Je vais jouer partout dans toute la France pour que personne ne puisse dire, il n'est pas venu chez nous. Tu vois? Donc, j'y suis allé. Ça m'a demandé un travail de titan vraiment de la préparer et tout. Mais justement, à ce moment-là, j'avais rencontré un autre manager. Donc, un agent. Là, je peux utiliser le mot safe, ça va. J'avais rencontré un agent. Et il travaillait avec sa mère et avec un ami à lui. Et il m'a dit, ouais, bien sûr, pas de problème, Sofiane, on va te suivre et tout. Parce que vraiment, on avait eu un bon coup de cœur, on avait travaillé ensemble, j'avais fait un festival avec lui, tout ça. C'était cool, quoi. Normalement, on était bien partis. Je lui ai dit, écoute, j'ai un projet, mais vraiment, je te préviens, c'est beaucoup de travail. Il m'a dit, vas-y, dis-moi quoi. On était en avril 2018. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien, sur toute l'année 2019, faire une tournée d'une date par département, tout en gardant mon travail. Dans mon travail, tu vois, je travaille à temps plein, mais j'ai des jours de repos, j'ai soit 2 jours, soit 3 jours. Et après, j'ai des périodes de vacances, normales, tu vois. Et là, il me dit, ah ouais, gros challenge et tout, tu veux faire toute la France, tout ça? Et je lui dis oui, je dis par contre, je veux vraiment que ce soit une tournée, comment dire, avec un petit côté bienfaisant et bienveillance. Donc, je me suis dit que j'allais mettre en place un partenariat avec une association humanitaire ou caritative ou quoi, pour reverser une partie des recettes. Et donc, au final, ça s'est transformé en projet. Donc, c'est-à-dire que le projet, c'est devenu une place achetée, 1 euro reversé au secours populaire. J'ai eu la chance, en fait, de rencontrer le créateur du secours populaire, qui s'appelait monsieur Julien Lauprêtre. Il est décédé depuis, Dieu ait son âme. Il était vraiment adorable. Je l'ai rencontré dans les locaux d'Europe 1. Parce que j'avais eu la chance de faire quelques émissions avec Anne Roumanoff sur Europe 1, et je l'ai rencontré dans les locaux et je lui ai parlé. Je lui ai dit, on essaye de vous contacter parce que malheureusement c'était pas trop joignable et tout. Et je lui ai dit, on a du mal à vous avoir et tout, enfin à avoir la partie qui s'occupe des partenariats. Et j'aimerais monter une tournée. Je vous demande pas un centime, au contraire, c'est même moi qui vais jouer. Et chaque fois que quelqu'un donnera, chaque fois que quelqu'un achètera une place, il y aura 1 euro pour le secours populaire. Et je me rappelle, j'ai vu ses yeux briller à ce moment-là, et il m'a dit, avec grand plaisir. Il m'a dit, mon attaché de presse est là, prenez sa carte. Et il m'a dit, merci pour ce que vous faites. J'ai dit, pardon? J'ai dit, c'est vous, merci. J'ai dit, vous, merci pour ce que vous faites. Parce que tu sais, si tu te renseignes sur la création du secours populaire, c'est incroyable, hein. En gros, alors je vais sûrement dire des bêtises, mais d'après ce que j'avais compris, Julien Lauprêtre, donc, il a été capturé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était prisonnier. Et il était très jeune. Et à ce moment-là, il y avait un prisonnier avec lui qui lui avait dit, moi, je suis un peu âgé et tout, donc ils vont me tuer, c'est sûr. Il dit, mais toi, tu vas t'en sortir. Toi, ils vont te laisser sortir au bout d'un moment. Donc, il lui a dit, s'il te plaît, si tu sors d'ici vivant, fais quelque chose pour réduire genre la misère dans le monde ou les inégalités dans le monde. Et le gars, il sort et il crée le secours populaire. Incroyable. Et je lui ai dit, vraiment, je lui ai serré la main, je lui ai dit vraiment, merci monsieur, merci. Merci à vous pour ce que vous faites et je serai honoré de participer à ça. Et donc, ensuite, on a mis en place le partenariat, on a mis le logo du secours populaire sur l'affiche et tout. Et donc l'agent en question, donc le manager, il m'a dit ok, pas de problème, on s'occupe de ça. On téléphone, on passe des coups de fil et tout. On s'était partagé les tâches. On s'était dit allez, toi tu t'occupes du mois de janvier, moi je m'occupe du mois de février, etc., etc. Et le problème c'est que ça n'avançait pas. C'est-à-dire que moi j'arrivais à trouver des petites dates un petit peu, tu vois, et eux ça n'avançait pas. On avait fait un planning et tout, tu sais, pour essayer par exemple de jouer dans 2 départements qui sont côte à côte, quoi, tu vois, sur un samedi et un dimanche, et puis après reprendre le travail. Et on n'arrivait pas, on avait du mal. Ils ont réussi à caler genre 2 ou 3 dates à eux 3, et moi de mon côté j'en avais calé quelques-unes aussi. Et d'un coup, en septembre, ils me laissent tomber. Je reçois un mail. Désolé, ta tournée est trop dure à organiser, on n'y arrivera pas, alors qu'on était que 4, hein. On n'y arrivera pas, on préfère t'abandonner ici, désolé, même si tu as en gros, même si tu nous en veux, on continuera de croire en toi.
Et je dis bon, bah écoute, sympa. Ok, J'ai plus pété un câble. qu'à se remonter les manches. Mais surtout à ce moment-là, j'étais prêt à jeter l'éponge. Ouais. Pas en mode, je joue pas dans les spectacles qui ont été calés. Justement en mode, je laisse tomber la tournée. Je l'avais pas encore annoncé, c'était encore secret, tu vois. Je m'étais dit, j'ai pas encore engagé, j'ai pas encore mis les billes sur le projet. Donc ce que je vais faire, je vais jouer ces dates-là comme des dates de tournée classiques, genre 4-5 dates. Et puis c'est pas grave, je remets ça l'année d'après. Ouais. Donc Dieu merci, j'ai pas été jusqu'au bout de cet abandon parce que sinon je comptais jouer ma tournée en 2020 et je sais pas si t'as entendu parler, il y a eu un petit virus qui a stoppé tout. Ouais, j'ai cru voir passer ça vite fait. Ouais. Ouais, mais tu sais, c'est peut-être le Gorafi, hein, je sais pas. Enfin bref. En tout cas, voilà, vraiment, j'ai eu de la chance parce que à ce moment-là, j'ai pété un câble. J'ai dit vite, il faut que j'arrête d'organiser ça. Il faut que je fasse juste les dates comme des dates isolées. Et après, je dis attends, je vais tenter ma chance. J'ai appelé donc une amie qui m'a donné le numéro d'une autre manager qui m'a dit oui, t'inquiète pas, on va le faire et tout. Et je lui ai dit t'es sûr? Je dis au pire, on décale à 2020. Et elle me dit non, on va le faire, t'inquiète pas. Donc elle m'a encouragé à le faire. Mais malheureusement, je vais pas mentir, les chiffres sont là. Au final, toutes les dates, c'est moi qui les ai calées. Ah ouais. Ah, je te jure, et j'ai passé mon temps au téléphone. Et je te jure, je déconne pas, pour organiser ma tournée, parce que c'est les départements de 1 à 95. Hein. C'est vraiment toute la France. Et pour organiser ça, j'ai dû envoyer vraiment facile, un truc comme 10 000 mails. Et je n'exagère pas sur le chiffre, parce qu'en fait j'avais dû copier-coller, évidemment, je les ai pas tous écrits lettre par lettre, mais j'ai dû envoyer un truc comme, on va dire entre 5 et 10 000 mails en tout cas, 5 000 c'est sûr, 10 000 peut-être un peu beaucoup, mais voilà, et des coups de fil, mais j'en ai passé des dizaines par jour. J'enchaînais, chaque fois que j'avais un département calé, bim, j'appelais et tout. Et surtout, ce qui m'a coupé un peu l'herbe sous le pied, c'est qu'à ce moment-là, j'avais deux choses qui se sont présentées devant moi pour pouvoir faire cette tournée dans les meilleures conditions. Tu sais, c'est là, il fallait vraiment en faire parler et tout, tu vois. Donc une exposition, avoir peut-être une petite exposition médiatique. Juste avant donc de commencer la tournée, j'avais Europe 1 et malheureusement ça s'est arrêté entre-temps. Tu vois, j'ai fait 7 émissions au total, j'avais passé un casting et tout, j'avais été pris pour l'émission et après malheureusement, il y a eu les vacances, tout ça et puis derrière l'équipe j'étais parmi les derniers arrivés et tout et puis l'équipe tourne pas mal, tu vois, il y a des gens qui ont fait 1 saison, 2 saisons, machin. Moi comme je venais de Bordeaux, c'était plus compliqué encore. Donc j'ai fait que 7 émissions finalement et puis ça s'est arrêté. Donc ça fait qu'au moment où j'avais le plus besoin d'avoir cette exposition, je l'ai perdu. Et c'est pas grave, tu vois, on continue, hein, essaye encore, hein, comme dit ton podcast. Mais c'est ça. Et derrière, j'ai eu une déception, mais alors vraiment un truc, j'en parlerai un jour sur scène, mais vraiment une déception de malade. C'est-à-dire que je fais un festival et il y a une star de l'humour, je donne pas le nom, hein, et il y a une star de l'humour qui me voit et tout, qui me donne des conseils et qui me dit, et vraiment c'est pas ma phrase, c'est la sienne, et je trouvais ça un peu exagéré, mais bon après elle pense comme elle pense, hein, mais elle m'a dit vraiment waouh, t'es vrai, donc c'était un homme et il me dit vraiment t'es vraiment bon et je me demande pourquoi t'es pas encore à la télé. Il m'a dit ça comme ça. J'ai trouvé ça un peu excessif perso, tu vois. Je me suis dit bon, Dieu merci, j'ai de l'expérience, mais j'ai peut-être pas non plus, voilà. Mais bref, moi c'était ses mots, je lui faisais confiance parce que lui en l'occurrence, il avait fait pas mal de télé, hein, tu vois. Je me suis dit ok, et il m'a dit tiens mon numéro, appelle-moi le jour où tu veux aller à la télé, je t'emmène. Et j'ai dit, tu sais, enfin, là mes yeux ont brillé, j'ai dit c'est génial, ma tournée je vais pouvoir cartonner, tu vois. Et je l'appelle donc au mois de septembre, quand je commence à vraiment peaufiner les détails, parce que la tournée, elle a commencé le 1er janvier et elle s'est terminée le 22 décembre 2019, tu vois. Et donc là, on est en septembre 2018 et j'appelle la star en question et je lui dis, donc voilà, tu te rappelles de moi et tout, est-ce que tu peux m'aider? Tu m'avais dit de t'appeler si je voulais aller à la télé. Et je lui ai dit, il y a une émission que je rêverais de faire et qui est pas mal suivie, et ce serait un achèvement, enfin je sais pas si on dit achèvement, genre achievement, tu vois. Oui, en anglais, oui, c'est ça, oui, je vois. Voilà, un accomplissement, pardon, désolé, j'ai fait un anglicisme et tout, un accomplissement. Ce serait vraiment un accomplissement personnel, ce serait d'aller faire le plus grand cabaret du monde. À l'époque, l'émission existait encore. Je rêvais d'aller faire ça. Patrick Sébastien, je le vois depuis que je suis gamin et tout. J'ai grandi avec ces émissions. Et il me dit, mais je peux pas. Et c'est pas là la déception. Hein, attention, hein, qu'on soit bien d'accord. Tu vas comprendre. Je suis tombé d'encore plus haut. Il me dit, je peux pas. Il me dit, j'ai pas le contact de Patrick Sébastien, machin. Il me dit, moi, je peux pas. Et je dis, d'accord. Je dis, du coup, tu m'avais dit pour la télé, tu parlais de quoi, toi? Et il m'a dit, comme ça, Arthur. Je dis, Arthur, c'est-à-dire VTEP? Et il me fait, oui, vendredi, tout est permis. J'ai dit, tu peux m'emmener là-bas?
Je dis c'est génial, bah comme ça, j'essaierai de voir. Bien sûr, je ferai pas ça en impro. Je vais demander à ses équipes si je peux faire de la promo pour la tournée, placer une blague ou deux, tu vois, un truc comme ça. Et il me dit, bah rappelle-moi dans une semaine. J'ai un festival dans un autre pays et tout. Rappelle-moi dans une semaine et on cale ça. Et je dis d'accord. J'ai passé une semaine. C'est quoi? J'ai passé une semaine sur un nuage, tu vois. Je me disais génial et tout, ça va être super. Et donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que la semaine passe, j'appelle le gars, et il me dit, ouais, ça va? Je dis, ouais, ça va, et toi? Je dis, alors, du coup, c'est bon pour VTEP, on peut lancer la machine? Et il me dit, mais je peux pas t'emmener là-bas. Ah. Je dis, comment ça? Comme toi. Ah. Je dis, comment ça? Il me dit, mais je peux pas débarquer vers Arthur et lui dire, ouais, j'ai un copain, un petit jeune, un humoriste, il s'appelle Sofiane, prends-le avec toi, s'il te plaît. Et je dis, mais pourquoi tu m'as dit que t'allais m'emmener alors? Et il m'a dit cette phrase-là. Je lui dis, c'est toi qui as suggéré l'info. C'est toi qui m'as dit Arthur. Et il m'a dit une phrase qui m'a vraiment, qui m'a vraiment mis une claque à ce moment-là. Et je te jure, je ne l'invente pas. C'est verbatim ce qu'il m'a dit, tu vois. Il me dit, ah bah, j'ai dû te faire une fausse promesse. Ouais. Tu vois? Ouais. Alors, autant, s'il m'avait dit, oui, t'inquiète pas, je m'occuperai de toi, machin, et puis après, on n'en avait pas reparlé, d'accord. Mais là, c'était quand même trop précis, quoi. Ouais. Je l'appelle une semaine avant. Tu sais, s'il m'avait dit, je t'emmène chez Arthur, et que je le contactais 5 ans plus tard, je pourrais comprendre Oui, que bah oui, les c'est relations plus se sont un peu, d'actualité, voilà. tout ça, machin, ouais. On est d'accord. Là, c'était une semaine plus tard, et c'est surtout lui qui m'avait dit de le rappeler. Et ça m'a fait mal. Il m'a dit, j'ai dû te faire une fausse promesse. J'ai bugué complet. Bah oui, ça dit, peut se okay. comprendre. Alors j'ai fait ce que beaucoup d'humoristes font, c'est-à-dire que sur le moment ça m'a fait mal et dans ma tête c'était ça, ce sera dans un spectacle. Voilà, c'est ça, exactement. Nous voilà. on est mais très donc, écolo, hein, nous merci. on recycle beaucoup. Ben le recyclage, voilà, c'est nous les vrais écolos en fait. Hein. Mais tu vois, Dieu merci, j'ai pu monter cette tournée là tout seul, malgré l'abandon. Bah du coup mon premier agent, bon bah voilà, elle a rien fait, voilà. Mon deuxième agent avec son équipe qui m'a laissé tomber. Alors qu'il m'avait promis, hein, il m'avait dit, t'inquiète, on va être avec toi, ton projet est super et tout. Ils m'ont abandonné, ils m'ont coupé l'herbe sous le pied à ce moment-là. L'autre agent qui finalement, bon bah rien, en fait, juste, enfin voilà, je sais pas, pas de, elle a essayé. Ah, je vais pas mentir, elle a essayé, mais malheureusement, elle a jamais réussi à Et franchement, non, je lui en veux pas, mais c'est juste que j'étais en panique. Moi, je voyais le temps qui passait et les dates n'étaient toujours pas calées, donc ça me faisait peur, tu vois. Et donc après, ben. J'ai réussi à les caler tout seul. Et la dernière date, c'était la Sarthe. J'ai réussi à la caler genre 3 semaines avant la fin, quoi. Je me voyais déjà déborder sur 2020 au début. Ouais. Et après, j'ai réussi à la caler, ce qui fait que la tournée... Encore heureux, en effet, parce qu'effectivement, 2020, après, c'était le bordel de la pandémie, donc... Heureusement. Heureusement. Hein. Tu vois, donc j'ai fait, comme je t'ai dit, du 1er janvier au 22 décembre. Et Dieu merci, j'ai pas eu à abandonner mon travail. On a même pu partir en vacances parce qu'évidemment, en tant que père de famille, je pense à ça aussi. J'ai réussi à avoir une semaine de vacances pendant les vacances scolaires en avril. J'ai emmené ma famille à Paris et en Belgique. Et après, pendant l'été, bah, vu qu'on avait calmé les scènes pendant l'été, on est parti au Maroc. Donc ça va, Dieu merci, ma vie de famille, elle avait été quand même un peu impactée, mais ça va, j'ai réussi quand même à leur trouver du temps. J'ai vraiment fait ce que j'ai pu. Mais sinon, je te jure, ça m'arrivait d'aller bosser. Je partais par exemple le lundi matin pour bosser. Je bossais jusqu'au vendredi soir. Ensuite, le vendredi soir, je rentrais même pas chez moi, je prenais la route direct pour aller jouer. Je jouais des fois le vendredi, le samedi et le dimanche. Et puis après le dimanche, je reprenais la route la nuit. J'arrivais le lendemain matin directement au travail, je rentrais pas chez moi. Ah ouais. Ah, c'était dur. Mais j'ai cette fierté. Et quelque part, bah tu vois, les échecs, il y a quand même des vertus. Parce que vraiment, j'ai cette fierté de me dire que cette tournée-là, je l'ai montée tout seul. Personne m'a tendu la main parce que le gars qui devait m'emmener à VTEP, il m'a rien fait du tout. Europe 1, ça s'est arrêté, mais après ça c'est une coïncidence, hein, voilà. Les agents, ils m'ont laissé tomber, donc au final je me suis retrouvé tout seul, mais je me suis dit je vais le faire, c'est mon projet, je l'assume. Et là, je me suis retroussé les manches comme tu as dit tout à l'heure, et après j'ai bossé comme un chien et j'ai réussi à le faire, et c'est ma petite fierté cette tournée. Et d'ailleurs, comme on dit chez nous, Inch'Allah, voilà, avec l'aide de Dieu, je veux que ce soit mon modèle de tournée. Je veux que chaque tournée que je fais soit une tournée à travers tous les départements. Vraiment, tous. Bon, bah, tu peux, c'est comme ça. Tu peux donc t'assurer de remonter les manches une fois de plus pour la prochaine. Alors, justement, la bonne nouvelle, c'est que cette tournée-là, ça a été un peu un brouillon pour moi. C'était génial. Bah oui, maintenant, forcément, tu seras un peu plus super. efficace, c'est sûr, ouais. Ah bah, bien sûr. Là, la prochaine fois, je saurai exactement comment faire. Et surtout, la première erreur que j'ai faite, que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que j'ai commencé beaucoup trop tard. Pour jouer en 2019, faut pas contacter en avril 2018.
Ouais, tu vois, ouais. faut contacter, si tu veux jouer en 2019, faut les contacter en 2017, voire 2016. Ah ouais, la Tu sais, vache. je parle des mairies, tout ça, tu vois ce que je veux Oui, dire. bien sûr, ouais, tous ces spectacles. Les saisons culturelles, elles sont faites 2-3 ans à l'avance, hein, Bah des c'est fois. ça. En plus, eux, généralement, ils veulent voir les spectacles avant, donc il faut aussi un temps où ils regardent ce que c'est, puis seulement ensuite le programmer, etc. Ouais. Exactement, voilà, c'est pour ça. Donc, je suis quand même content. Ça m'a apporté Bah bravo cette pour ce expérience. beau parcours en effet, et puis c'est ce beau projet que tu as tenu quand même jusqu'au bout malgré du coup les péripéties et les obstacles. Merci. Ça Merci colle beaucoup. parfaitement bien à ce qu'on se raconte ici. Ah, mais c'était très très dur, mais voilà, j'étais content. Et puis j'avais mis un petit truc en fait. Je pense que je le continuerai. C'est pour ça que je dis que ça va rester mon modèle de tournée, Inch'Allah. C'est que j'avais mis un petit concours à la fin du spectacle. À chaque fois, j'amenais un sonomètre. Et les gens faisaient du bruit et je notais le score de chaque département en fait. Et ceux qui faisaient le plus de bruit allaient gagner la tournée. Parce qu'en fait, je termine mon spectacle en disant, je savais que je jouerais devant le meilleur public de France. Et donc ma tournée, ah oui, qui était du coup s'appelait, meilleur, ouais. Voilà, ma tournée s'appelait Procrastinatour. Quel est le meilleur public de France? Alors je l'ai appelé Procrastinatour parce que je cherchais un nom, je voulais un nom sérieux et tout. Et après je dis punaise, j'arrive pas à trouver. Et je dis allez c'est pas grave, je chercherai plus tard. Et après, je dis, j'ai procrastiné, Procrastinator, tu vois, c'est tout. Mais pourtant, t'as pas tant que t'as procrastiné vu que t'as dû tout organiser toi-même. Je pense que j'ai pas eu le temps de trouver le titre parce que j'étais occupé à passer des coups de fil et à envoyer des mails, tu vois. Voilà. Donc, voilà. Mais donc, les gagnants, ça a été finalement le Var avec la ville de Cogolin. C'était au café-théâtre Les Arts du Rire et c'était super. Mais vraiment, j'avais un coup de cœur spécial pour, voilà, la ville de Caen, vraiment, je te jure, je le dis avec de la nostalgie et tout, parce que ils ont eu le record pendant 10 mois. Ah oui. 10 mois, t'imagines? C'est le Calvados qui avait le record. Pendant 10 mois, ils ont tenu le record. Ils ont tenu de février à décembre, et début décembre, bim, le Var les a battus. Comment ça, c'est pas le Nord qui a gagné? Comment ça, c'est pas le Nord? Alors, le Nord a été très bien. Tu sais, j'ai joué dans le Nord, j'ai joué à Lille, à la Comédie de Lille, c'était très bien. Et le lendemain, j'ai été jouer donc dans le Pas-de-Calais à Achicourt, si tu connais. Ouais, de nom, le Pas-de-Calais, je connais moins, mais oui, je vois effectivement. C'est à côté d'Arras. C'est à côté d'Arras. Ouais, ok. Et d'ailleurs, Arras, donc Achicourt, c'était un des meilleurs spectacles de la tournée. Parce que il y avait pas beaucoup de monde, hein, il y avait 15 personnes. Mais ils m'ont mis une ambiance. Parce que tu sais, voilà, c'est le plus important, c'est pas le nombre de personnes, c'est l'ambiance qu'il y a dans la salle. Ouais. Et donc voilà, donc dans cette tournée-là, j'ai vu de tout vraiment. En fait, j'ai parcouru toute la France parce qu'il y a beaucoup de dates que j'ai fait en voiture en plus. Donc je suis parti jouer, j'ai vu. En fait, je me suis dit que cette tournée-là, ça allait être l'occasion en même temps de découvrir notre beau pays parce que je le connaissais pas en fait. Moi, je suis de Clermont-Ferrand. Je suis parti habiter à Bordeaux. À part Clermont-Ferrand, Bordeaux, un peu Lyon et Paris, je connaissais rien d'autre. Ouais, tu vois. ouais, donc là t'as vraiment t'as fait un tour. Bon, t'as pas eu trop le temps de visiter, mais t'as fait un tour, quoi. Non, mais voilà, j'ai fait un tour. Et si tu veux, voilà, je suis passé vraiment partout et il y a eu des trucs, je savais même pas qu'on avait des paysages comme ça en France, tu vois, il y avait de tout, autant du beau que du moins beau, que de tout. Franchement, voilà, tu sais, il y a des gens qui parlent de la France profonde. Moi, au cours de ma tournée, je suis passé par la France souterraine, tu vois. Je suis parti vraiment, j'ai tout vu, mais j'ai apprécié, et je dis ça dans le bon sens. Vraiment, j'ai vu des trucs que je n'aurais jamais vu en temps normal. Et je salue les gens vraiment qui, tu vois, je veux dire, qui m'ont accueilli. Vraiment, merci à eux. C'était génial. J'ai découvert des endroits magnifiques. J'ai joué dans un endroit qui s'appelle Charmont-sous-Barbuise. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, alors là, du tout, non. Il y a des noms d'ailleurs, on se demande qui les a inventés. Est-ce que ce sont des vraies villes? Alors, c'est une vraie ville. Gagnon, et c'est la ville de naissance de ton avant-dernier invité. Ah bon, la ville de naissance de mon avant-dernier invité. Alors attends, parce que du coup, dans les épisodes sortis actuellement, tu parles, au moment où on enregistre voilà, là. dans les épisodes parus. Donc Billard alors. Exactement. Il est né à Charmont-sous-Barbuise. Ah bah tu vois, j'ai encore appris un truc. Voilà. Et j'ai joué là-bas, donc c'est à côté de Troyes, parce qu'il dit qu'il est de Troyes, mais en fait il est né là-bas et tout. Après il a peut-être vécu à Troyes, hein. Je pense qu'il a vécu à Troyes. Je crois qu'il avait un appartement là-bas, il raconte ça dans son livre, un appartement qui a brûlé après, enfin bref. Il était barman là-bas à Troyes et tout, mais la ville de Charmont-sous-Barbuise, c'est là où il est né. Et j'ai joué à la MJC de Charmont-sous-Barbuise, et j'en profite pour saluer toute l'équipe de la MJC. Ils ont été adorables. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils m'ont dit, ouais, qu'est-ce que tu manges et tout, machin. J'ai écouté, vous prenez pas la tête, faites-moi un truc végétarien parce que tu sais, moi, je mange halal ou kasher, mais je vais pas imposer ça aux gens. Donc je leur dis, faites-moi un truc végétarien, et je leur dis, s'il y a du fromage, je suis le plus heureux. Et parce que j'aime beaucoup le fromage, tu vois, j'en parle dans le spectacle un peu et tout, j'ai une petite blague dessus. Et ils m'ont fait un plateau de fromage de toute la, tu vois, genre de toute la région. Et j'ai kiffé. C'était génial. On les salue.
Bah, on les salue parce que la générosité des gens comme ça, la générosité, tu la trouves pas partout, ça. Tu vois, cette générosité-là. Et moi, je l'ai trouvée dans ma tournée. J'ai joué dans des endroits magnifiques. Vraiment des endroits, tu vois, que je connaissais pas du tout. Les villes, j'avais jamais entendu les noms. Et j'ai passé des meilleurs moments dans ces salles-là que dans des salles beaucoup plus grandes et beaucoup plus remplies, tu vois. Mhm. Donc, en tout cas, voilà, cette tournée-là, ça m'a donné ma direction pour la suite. C'est que maintenant, Inch'Allah, chaque fois que j'organiserai une tournée, j'essaierai de l'organiser de cette façon-là, à jouer une date par département, avec un petit concours de son à la fin, et avec une association, alors le Secours Populaire ou autre, on verra, on essaiera peut-être de prendre quelqu'un d'autre la prochaine fois, reverser donc une partie des recettes au Secours Populaire ou à une autre association. C'est une belle initiative en tous les cas. Ben, je te remercie parce que, en fait, moi, si tu veux, je fais de l'humour, je suis content de faire de l'humour, mais à chaque fois, je me dis, punaise, si on pouvait apporter une petite pierre à l'édifice, tu vois, faire du bien et tout, tu sais, en fait, c'est comme si j'essayais de m'acheter du bonheur en plus, quoi. C'est-à-dire que je me dis, non seulement les gens, ils rigolent, mais en plus, grâce à ce spectacle ce soir, il y a peut-être des gens qui vont pouvoir manger, tu vois ce que je veux dire? C'est du bonus, quoi. C'est du bonus. Et je me dis, faire d'une pierre deux coups. Voilà, je cherchais l'expression. J'essaye de faire d'une pierre deux coups. Après, je vais pas mentir, évidemment. Ça, c'était sur la tournée. Je peux pas l'organiser tout le temps sur chacune de mes dates. Bah oui. Ça, c'est plus compliqué à mettre en place. Mais sur une tournée, sans problème. Et mes prochaines tournées seront certainement organisées selon ce mode-là, parce que j'ai envie qu'on vienne tous rigoler et qu'on se dise, on s'est fait du bien à nous, on va essayer de faire du bien à d'autres personnes. Donc voilà, sur votre billet, il y a 1 euro qui est reversé à telle association. Eh ben, c'est une très bonne idée. J'ai envie d'aborder aussi le coût du podcast, parce que tu dois avoir aussi, j'imagine, pas mal de galères pour un podcast qui s'appelle justement Galère d'humoriste. Si vous aimez l'humour, vous avez bien compris que Sofiane était à fond, hein, passionné par l'humour. Si vous aimez l'humour et les humoristes, vous voulez en apprendre davantage, il y a ce podcast qui s'appelle Galère d'humoriste. T'en es à plus de 200, quasi 30 épisodes. Donc bien plus loin que moi, avec des noms là aussi, hein, connus, pas connus, il y a tout le monde. Et alors, est-ce que tu as justement une anecdote de plantade par rapport à ce podcast? Alors, ça reste gentil. Tu veux dire une anecdote? Bah, soit toi tu t'es planté pour l'organiser ou avec l'interview, ou soit la personne était, j'en sais rien, moi totalement à l'ouest parce qu'elle a pas dormi. Enfin, tu vois. Voilà, un échec au niveau de ce podcast. Alors Dieu merci, à ce niveau-là ça va. J'ai jamais eu d'invité, par exemple, tu vois, qui enregistre le podcast avec moi et après je dis ben finalement on va pas le garder, l'épisode il est inexploitable. Non. On va dire, j'ai eu une artiste une fois. Tu vois, j'ai essayé de la contacter après pour lui dire bon, ben, l'épisode va sortir. Il faudrait que tu m'envoies une photo parce qu'avant je demandais aux gens de m'envoyer des photos. Oui, je fais ça aussi souvent. Ouais. Voilà, mais maintenant j'ai arrêté, justement à cause de cette histoire-là. C'est-à-dire que je lui ai demandé, je lui ai dit oui salut, l'épisode du podcast va sortir, tu peux m'envoyer une photo s'il te plaît? Elle me dit quel podcast? Et je dis bon après c'est pas grave, ça m'a fait rire. Je dis le podcast, tu te rappelles pas, tu m'as raconté ton anecdote avec le régisseur et tout, que le régisseur t'avait planté toute ta régie. Et elle me dit genre tu sais, je sais même, d'ailleurs je sais même pas si elle m'a répondu. Et après j'ai fait bon, en tout cas l'épisode sort demain, est-ce que tu peux m'envoyer une photo s'il te plaît pour l'illustrer, tu vois? Et elle me répond pas. Et je la relance, je fais ça va, est-ce que tout va bien? Elle me répond pas. Le lendemain, je lui envoie un message, salut, l'épisode va sortir, s'il te plaît, envoie-moi une photo. Et elle me répond toujours pas. Elle m'ignore, je sais pas pourquoi. Et elle lit mes messages. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Oui. Elle lit mes messages, elle y répond pas. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais absolument pas pourquoi. Surtout que c'est quelqu'un avec qui j'avais zéro problème. Le soir du podcast en question, on a gagné un prix tous les deux dans le festival. Donc j'avais eu le premier prix, elle avait eu le deuxième. Non, elle avait eu le troisième, pardon. Le deuxième, c'était un autre humoriste. Et donc, voilà, je veux dire, il y avait zéro raison qu'il y ait un problème, quoi, je sais pas. Donc, j'ai toujours pas compris. Et j'ai dit, ok, donc là, ça m'a énervé. De toute façon, j'avais pas de photo pour l'illustrer, donc je l'ai effacé. Et je me suis dit, à partir de maintenant, je demanderai plus les photos aux gens. Si les gens me les envoient, tant mieux. S'ils me demandent pas, c'est moi qui vais chercher sur leur page Facebook et tout. Et je me suis réglé le problème comme ça. Et donc ça, c'est la première plantade que j'ai eue avec le podcast. Et la deuxième, et j'ai fait attention, ça m'est encore arrivé il y a quelques jours, c'est que j'enregistre des fois avec mon téléphone. J'ai enregistré beaucoup d'épisodes avec Skype aussi. Ouais. Mais sinon, à l'époque, j'enregistrais avec mon téléphone. Et maintenant, j'y reviens de plus en plus parce que le son est meilleur. Parce que malheureusement, sur Skype, des fois, si quelqu'un me raconte un truc, et moi, en plus, j'ai tendance à rigoler, tu vois. Et je rigole, je tiens à le préciser, je rigole de bon cœur. Hein. Je me forcerai jamais à rigoler dans une anecdote ou quoi. Je rigole de bon cœur. Et des fois, de toute façon, ça s'entend. Hein. Des fois, j'ai des rires plus sonores que d'autres. Mais
Vraiment, des fois, ça sort tout seul, quoi. Et donc, j'enregistre avec mon téléphone parce que des fois sur Skype, malheureusement, si la personne me raconte quelque chose et que je rigole, il se peut que Skype coupe sa voix et laisse que mon rire. Oui, et du coup, on comprend pas. Ouais. Voilà. Donc c'est pas bon. Ce qui fait que maintenant, j'enregistre plutôt avec mon téléphone. J'essaye vraiment de limiter Skype. Le problème, c'est quoi? C'est que sur mon téléphone, quand j'enregistre, après, il me met enregistrement 01 ou un truc comme ça. Et moi, je veux mettre le bon nom. Je veux mettre Galère d'humoriste, Geoffrey Deloup, tu vois, un truc comme ça. Mhm. Sauf que, des fois, ça m'est arrivé, au total, je pense que ça a dû m'arriver 3 fois. Je vois le problème arriver. Voilà. C'est-à-dire que j'appuie au mauvais endroit, mais genre à 1 millimètre de l'endroit où il faudrait appuyer, et ça annule le changement de nom, et ça annule l'épisode. Ça a juste fait genre retour arrière, on oublie tout ce qui vient de se passer, et c'est fini. Exactement. Et là, dans ces cas-là, l'invité en face me fait ça va, et je fais oh non, je suis désolé. Ah, punaise. Et donc voilà. Mais maintenant, j'ai trouvé la solution. Maintenant, j'enregistre. Donc c'est bien enregistré sous le nom de enregistré 01, et ensuite je mets modifié. Voilà, ça évitera le problème. En effet, limite tu fais dupliquer, comme ça t'en as 2, et comme ça t'en modifies un et t'effaces qu'après. On est d'accord. Non, mais vraiment, voilà, des plantades, il y en a eu comme ça. Sinon, non, après, franchement, tous les humoristes qui ont accepté le podcast, ils ont été vraiment adorables. J'ai eu très peu de refus, pour être honnête, j'ai eu très peu de refus. Il y a des gens qui me disaient non, ça m'intéresse pas. Il y en a eu très peu de ça. Et tant mieux, parce que si eux ça les intéresse pas, ça m'intéresse pas non plus de les écouter. Exactement. Voilà, tu sais, on force personne. Il y en a qui m'ont dit oui. Malheureusement, après, il y a eu des problèmes de planning. D'agenda. Ouais, c'est souvent ça le problème. On est d'accord. Ça, c'est pas, voilà, ça, il y a aucun problème. Il y a eu des gens qui n'ont pas pu venir qui ne souhaitaient pas venir parce qu'ils m'ont dit en fait, on ne fait pas d'interview. C'est vraiment une volonté de notre part de ne pas être présent dans les médias. Donc je peux le comprendre et voilà, mais vraiment je te jure que 98% voire 99% des gens que j'invite me répondent favorablement au podcast, et ça me fait très plaisir. Et dans la même lignée et justement essaye encore, on est d'accord qu'en fait parce que souvent les gens me disent bah oui mais comment tu fais pour avoir aussi des gens pour les contacter, etc. Bah je leur demande, on est d'accord que juste le fait d'aller demander, c'est un truc auquel finalement personne ne pense. Ben oui. On se dit on n'ose pas, on va pas le faire, et en fait si, il suffit juste de demander, et du coup comme il y a juste 5 personnes qui le font, bah ils répondent. Voilà, sur un malentendu ça peut passer. Exactement. Voilà, c'est tout. Faut pas hésiter, faut aller. De toute façon, dans ce métier-là, on est obligé de se retrousser les manches, comme on disait tout à l'heure, et d'y aller. Tu sais, il faut creuser son propre trou. Tu vois, t'es obligé d'aller de creuser pour percer, je sais pas comment dire, mais tu dois creuser ta voie, tu dois faire ta route, en fait, ta propre route. Tu dois défricher la forêt. Voilà. Exactement, tu vois, faut aller à travers la pampa avec une machette et bim, tu tapes dans le gras, tu vois, t'es obligé de taper comme ça, de passer, de faire ton chemin, parce que sinon, personne ne t'attend, en fait. Personne ne t'attend. Voilà. Et même ceux qui te font des promesses, des fois, ils vont te mentir, hein, tu vois. On a cru comprendre. Voilà, tu vois. Donc, même ça, faut compter que sur soi-même. Après, si quelqu'un tend la main, tant mieux, et il faudra savoir s'en souvenir. Et si quelqu'un te fait un sale coup, après, à toi de voir. Mais moi, perso, je sais pas comment t'es, toi, mais moi, je suis quelqu'un de très reconnaissant. Je suis quelqu'un d'extrêmement reconnaissant et d'extrêmement rancunier. J'ai les deux extrêmes. Il y a les deux. Voilà. Ah oui, non, parce que si je te disais juste je suis rancunier mais je suis pas reconnaissant, ce serait pas cool. Non, moi, c'est-à-dire tu m'as tendu la main, je m'en souviendrai tout le temps et je ferai tout ce que je peux pour te rendre l'appareil. Tu vois. Et par contre, si tu m'as fait un sale coup, je m'en souviendrai. C'est pas dit que je me venge, mais je le garderai en tête. Voilà, c'est bon, ok, lui, il a une croix rouge, je traite plus avec cette personne, au revoir, bonsoir. Voilà, c'est fini. Bon, pour conclure l'épisode, Sofiane, il y a une nouveauté cette saison, je sais pas si t'as entendu les premiers épisodes, je demande à la fin, mais ça va être, je pense, compliqué pour toi, puisqu'il y a 230 épisodes de podcast où t'as reçu des gens. Je demande quelle personne tu aimerais entendre faire ce que tu viens de faire, raconter ses galères, ou alors que t'aurais peut-être aimé entendre dans ce cas-là. Ça peut être les gens décédés, ça peut être les gens actuels, ça peut être des gens ailleurs que dans l'humour. Qui t'aurait ou t'aimerais entendre raconter ces galères? J'y ai réfléchi justement avant l'enregistrement et j'ai mis du temps à trouver quelqu'un. Hein. Vraiment, je me disais je pourrais citer et tout. Ah ouais, c'est une question très intéressante déjà. Mais je pense que quelqu'un, j'aimerais bien connaître vraiment son vrai parcours, tout ça, et tu sais, genre vraiment direct, quoi, qui se livre à cœur ouvert dans le podcast. Et d'ailleurs, tu mets très bien les gens à l'aise, donc il y a aucun problème. Je suis sûr que si jamais il accepte ton invitation, il le fera vraiment à cœur ouvert et en toute sincérité. Je pensais à Kev Adams, tu vois. Ah oui. Parce que Kev Adams,
j'ai beaucoup de respect pour lui en fait, parce que si tu veux, je vais pas te mentir, c'est pas, si tu veux, quand il a commencé tout ça, quand il faisait de l'humour plutôt jeune, tout ça, c'était vraiment pas mon humour. Je vais pas te mentir, c'était vraiment pas mon humour. Tu veux dire à l'époque, on ne demande qu'à en rire, tout ça, les tout débuts? C'est ça, c'était ça. Voilà, moi je l'ai connu à travers on ne demande qu'à en rire et tout, et c'était pas mon humour. Après, quand il a vraiment changé d'humour, quand il est passé un peu plus, tu vois, genre un peu plus adulte et tout, là, vraiment, je trouve que vraiment il a changé et tout à ce niveau-là. Mais là où j'ai du respect pour lui, c'est vraiment au niveau de sa carrière, c'est-à-dire que il a rien lâché. Tu vois, il a essayé encore, voilà, hein, comme ton podcast. Et aujourd'hui, c'est une méga star. Et le mec, là où j'ai du respect pour lui, c'est pas pour la notoriété, parce que la notoriété en elle-même, des fois il y en a, ils peuvent être mis en avant par un buzz qui soit bon ou mauvais, et c'est pas du mérite. Non, pour moi le mérite ça vient d'autre part, tu vois. Lui, il a la chance d'avoir la notoriété qu'il faut et tout maintenant, mais surtout, il sait remettre son titre en jeu, tu vois. J'ai entendu que c'était un des premiers qui partait dans les comédie clubs en France, hein, à Paris, pour aller tester des morceaux, tu vois. Gad Elmaleh, on en a entendu parler, il est parti après pour faire des passages au Paname, au One More et tout, mais à la base, apparemment, c'est Kev Adams qui lui, tu vois, qui a commencé par ça, et c'est Gad Elmaleh après qui lui emboîtait le pas, tu vois. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est dit, il faut que j'aille tester dans les vraies salles de test, les comédie clubs. Pas rester sur la notoriété qui était acquise par la télé, du coup. Voilà, on est d'accord. Et eux-mêmes, je pense qu'ils en sont conscients. Mais jouer devant un zénith, tu sauras jamais si tes blagues sont drôles. Les gens rigolent parce qu'ils t'aiment. Ouais. Voilà. Alors que là, dans un comédie club, personne ne t'attend. Tu arrives, et bon, bien sûr, quand les gens voient débarquer Kev Adams ou Gad Elmaleh, évidemment, ils vont applaudir, ils vont dire waouh, genre quelle surprise, quoi. Après, je pense qu'il y aura très vite un retour à la normale, tu vois. Genre bon bah ils sont là, on va voir, allez balancez vos textes. Ouais. Surtout que là, ce sont des textes tout nouveaux, ils vont pas faire des trucs anciens. Et là, ils voient vraiment si c'est drôle ou pas. Tu vois le côté on va rigoler parce qu'on les aime. Je pense qu'il est très atténué dans une salle comme un comédie club, parce que les gens sont pas venus pour ça. C'est ça. En effet, oui, il y a ce phénomène-là. Et puis, j'étais en train de penser en même temps à Kev Adams. Il y a la partie scène, mais il y a la partie aussi cinéma, etc. Oui, bien sûr. Et où bien lui... sûr. Donc voilà. C'est pour ça que je me dis que je pense que lui, entendre son histoire de A à Z, ce serait super intéressant. Je pense qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Comment il a fait, parce qu'il a été beaucoup critiqué. Mais c'est ça. J'allais dire, il a dû renaître finalement. Il a été Kev Adams très connu très vite pour un certain style. Et en effet, il a fallu recommencer finalement. C'est pire que commencer à zéro, puisque c'est se défaire d'un truc. Il commence à moins que zéro. Et donc ouais, ça pourrait être effectivement une chouette. Bah écoute, Kev Adams, si tu nous entends, tu viens quand tu veux. Voilà. C'est génial. Bon, en attendant, on retient. Et donc ouais, ça pourrait toi t'intéresser d'entendre ça. Tu l'as pas reçu, toi? Alors j'espère un jour, je l'ai jamais rencontré, mais si un jour je le rencontre, je lui demanderai de me raconter des galères, ça c'est sûr. Mais t'as pas joué au Fridge dernièrement? Si, j'ai joué au Fridge, mais tu sais, c'était à l'open mic et tout, donc c'était, il y avait les gens de l'organisation et tout, mais lui, je pense qu'il y passe très rarement. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Mais c'est son club, évidemment. Oui, évidemment, si tu joues régulièrement là-bas, tu le verras. Moi, j'y suis allé juste un samedi et un dimanche à 16h. Donc, ouais, je pense que lui, quand il vient, c'est plutôt le soir et tout, tu vois. Donc on note Kev Adams dans ta liste, très bien. Et t'as éventuellement d'autres personnes, d'autres noms, même peut-être des gens que t'aurais aimé entendre avant que tu te lances toi, avant 29 ans par exemple. Eh bien alors, peut-être que un qui pourrait vraiment être intéressant, je rêve de le recevoir, ce serait très symbolique pour moi, ce serait Danny Boone. Ah oui? Oui, parce qu'en fait, Danny Boone, il ne le sait pas, hein, mais il est à l'origine du podcast au final. Parce que c'est quand je l'ai entendu faire son sketch, je sais pas si tu le connais, le sketch où il raconte le centre culturel, où il a joué, qu'il y avait un chien qui l'a attaqué et tout. Non, ça me dit rien. Tu le connais pas? Bon, je te résume ça en 2 secondes. C'est qu'en fait, il a joué dans un endroit qui était censé être un centre culturel, qui s'est révélé être un bar, une espèce de bar PMU ou je sais pas quoi, où il y avait 4 mecs bourrés qui n'écoutaient même pas ses sketchs. Et à un moment, pour avoir le calme, il a sorti un pistolet à blanc de ses accessoires. Il a tiré 2 coups de feu pour les calmer. Et le chien a cru que Danny Boone attaquait la caisse. Ah oui. Et donc il lui a sauté dessus, il l'a mordu et tout. Et il raconte ça sur scène. Après, il met un peu tu vois, il brode un peu autour. Mais ça part de vrai. Il dit c'est une histoire vraie, mesdames et messieurs. Et le pire, c'est qu'à la fin, il dit, je vous jure que c'est vrai. À la fin, donc, le gérant du lieu a mis le chien dans la voiture. Et après, il dit à Danny Boone, qui était parti se faire un peu soigner par la femme du gérant en cuisine, et il lui dit, t'inquiète pas, vas-y, tu peux retourner jouer, c'est bon, j'ai mis le chien dans le break, vas-y. Et il remonte sur scène et personne rigole. Et à ce moment-là, il y a un des 4 mecs bourrés qui lui dit, et le chien, il joue plus?
Elle est Voilà. bonne. Elle est magnifique. Et quand j'ai vu ce sketch-là, quand j'ai entendu cette anecdote, j'ai hurlé de rire et j'ai dit mais c'est ça, c'est génial. Je me suis dit les gens comme ça qui sont connus et tout, qui sont au top, mais évidemment qu'ils ont galéré. Parce qu'en fait, le commun des mortels, moi le premier, on pense qu'en fait les stars ont toujours été stars, genre elles n'ont pas d'échec. La culture de l'échec en France, elle n'est pas valorisée, tu vois. Aux États-Unis, beaucoup plus. Voilà. C'était les jumeaux qui me disaient ça, Steven et Christopher qui me disaient ça dans le podcast. Ils m'ont sorti une phrase, ils m'ont dit, alors je sais plus c'est de qui, ils m'ont dit l'échec est le terreau du succès. C'est beau. Et tu vois, moi, à ce moment-là, je me disais, c'est bizarre. J'ai toujours pensé que Danny Boone avait été bon dès le départ et tout, qu'il avait jamais eu de galère. Alors que non. Évidemment que non. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, si lui, il a eu ça, tous les humoristes en ont. Bah oui. Et en fait, ça m'a rassuré sur moi. Parce que je me suis dit, attends, mais moi aussi, j'ai des galères. Et j'ai dit, mais attends, ça veut dire qu'on en a tous. Eh ben, il faut créer un podcast pour le raconter. Et donc, voilà. Donc, si un jour, j'arrive à recevoir Danny Boone, ce sera vraiment la boucle sera bouclée pour le podcast. Ça continuera, il y aura d'autres épisodes, mais je veux dire, vraiment, je lui dirai dans le podcast que c'est grâce à son sketch que j'ai eu l'idée de le créer. D'ailleurs, tu sais ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que si tu arrives à l'avoir, je dis n'importe quoi, mais mettons la semaine prochaine, tu l'as, et ben en fait cet épisode reste tenu secret jusqu'à ce que tu décides d'arrêter le podcast, et c'est le dernier. Ah, c'est vrai que c'est une bonne idée ça. Bon, en attendant, mais après tous les humoristes, le problème c'est que tous les humoristes qui sont passés dans le podcast, ils vont dire, ah le bâtard, en fait, il nous a fait passer juste pour patienter, quoi, tu vois. C'est ça. Son but c'était de recevoir Danny Boone. S'il l'avait eu au premier épisode, il n'y en aurait pas eu de numéro 2, tu vois. Ah, voilà. Donc non, c'est pas grave, on continuera, il y aura d'autres anecdotes et d'autres bides. Et d'ailleurs, toi aussi, bientôt, j'espère que j'aurai l'occasion de recueillir tes anecdotes. Ah bah pour ça, faut que j'aille jouer un peu plus. Oh, mais tu en as déjà, je crois, non? Oui, mais j'ai joué peu, honnêtement. Ah mais alors c'est ça, tout à l'heure tu vois, tu le disais, je voulais juste apporter cette petite précision. Mon podcast, en fait, ma volonté, c'était vraiment de ne pas le fermer à un certain niveau. Ne pas me dire, je vais mettre que des stars ou que des expérimentés. Ah ouais, bah pareil pour le mien, c'est ça. Voilà, je mets tout le monde. C'est pour ça qu'il y a 200, là aujourd'hui j'ai sorti l'épisode 231, Frédéric Sigrist. Et donc voilà, je veux dire, j'ai vraiment de tout. J'ai des débutants, j'ai des semi-pros, j'ai des confirmés, j'ai des stars de l'humour. J'ai vraiment de tout parce que ma philosophie dans ce podcast, c'est on a tous des galères. On en a tous, quel que soit notre niveau. Et d'ailleurs, c'est la phrase d'intro du podcast. Je dis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. C'est ça le truc. On est tous pareils. Donc voilà, je veux dire, toi, même si tu as fait très peu de scènes, à partir du moment où tu es monté sur scène et que tu as eu une galère, tu es éligible au podcast. Bon, bah on verra. Alors, je ferai mon test d'éligibilité bientôt. Avec grand plaisir. Merci à toi, Geoffrey, en tout cas. Merci d'être passé. À bientôt. Merci, à bientôt.